L'histoire commence avec Haruto, un jeune garçon âgé de moins de 10 ans. Son père a dû quitter la ville où il vivait, et ainsi, le garçon se tenait là, disant au revoir à la fille qu'il aimait. Malgré son jeune âge, il a fait ce que beaucoup d'hommes adultes échouent à faire, mon ami. En regardant dans ses yeux larmoyants, il dit « Je dois partir avec mon père maintenant, mais je te promets, je reviendrai et je t'épouserai. Même si je meurs ou si je suis tué, je reviendrai quand même vers toi. » La fille était profondément bouleversée. Elle ne voulait pas se séparer de lui, mais la vie ne se passe jamais comme on l'espère, et ainsi, le garçon partit et les années passèrent. Un jour, Haruto était dans un bus quand il remarqua une petite fille le fixant. Avant même qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, un accident horrible survint. Tout le monde dans le bus mourut, sauf Haruto. Il ouvrit les yeux, la tête martelée de douleur. Il regarda autour de lui et réalisa que son corps avait changé. L'endroit était inconnu et tout autour de lui était étranger. Des souvenirs confus envahirent son esprit. Sa tête battait d'une douleur insupportable et il ne comprenait rien. Il découvrit bientôt la vérité. Après sa mort, il avait été transporté dans un autre monde. Maintenant, il vivait sous un nouveau nom, Ryo. Un groupe de travailleurs entra dans la pièce où il se trouvait, portant un sac contenant quelque chose à l'intérieur. Ils l'ouvrirent et commencèrent à manger. Ryo, affamé, s'approcha, mais l'un des hommes lui lança « Éloigne-toi de moi, ton odeur gâche la nourriture. » Abattu, Ryo sortit et mangea quelques morceaux de fruits qu'il trouva par terre. Mais les souvenirs hantaient toujours son esprit. Deux corps, deux ensembles de souvenirs s'affrontant dans une seule âme, une voix résonnant sans fin dans sa tête. Essayant de se ressaisir, il murmura « Haruto est mort dans son monde. Je suis Ryo maintenant. Je dois continuer. Je n'oublierai jamais mon objectif. Je vengerai ma mère. » Il avait vu sa mère se faire assassiner sous ses yeux quand il n'était qu'un enfant. Il n'oublierait jamais ce moment et il avait juré de se venger. Perdu dans ses pensées, il fut interrompu par un groupe de filles en vêtements propres. Elles cherchaient une fille disparue et lui demandèrent s'il avait vu quelqu'un. Ryo le nia, disant qu'il ne savait rien, mais les filles ne le crurent pas et lui lancèrent des insultes. Puis une fille aux cheveux blancs s'avança avec une grâce douce et dit « Je suis désolé pour ce que ma sœur a dit, elles sont juste bouleversées parce que notre sœur a disparu. » J'ai besoin de quelques informations de votre part. Ryo admirait sa manière et lui dit calmement tout ce qu'il savait. La fille, nommée Celia, utilisa sa magie pour essayer de localiser sa sœur, mais elle ne put trouver aucune trace d'elle. Au lieu de cela, elle découvrit quelque chose d'inattendu. Ryo était le seul dans la région à avoir une énergie magique similaire à la leur. Elle ne savait pas comment il avait ce pouvoir, mais elle ne le questionna pas davantage. En remerciement pour l'information, elle lui remit un sac plein d'argent et prit poliment congé avec les autres. Ryo ouvrit le sac et sourit en voyant l'argent à l'intérieur. Il l'attacha rapidement autour de son cou et se précipita vers la cabane pour reprendre le travail. Mais au moment où il ouvrit la porte, un homme se jeta sur lui et le frappa violemment à la poitrine, le projetant au sol. Heureusement, le coup a frappé le sac attaché à sa poitrine et lui a sauvé la vie. Frustré que Ryo ait survécu, l'attaquant s'est approché pour l'achever. Ryo était terrifié, figé par la peur, incapable de bouger ou de penser clairement. Soudain, une étrange fille apparut devant lui. Elle lui attrapa doucement le visage et dit « Il n'y a pas de temps, tu dois éveiller tes pouvoirs maintenant ou nous mourrons tous les deux. » À cet instant, Ryo comprit, et puis cela arriva. Il se transforma en Haruto une fois de plus. Les souvenirs de sa première vie affluèrent. Ses compétences de combat, aiguisées et mortelles, revinrent instantanément. Il attrapa le criminel et lui brisa le crâne d'un coup net. Reprenant son souffle, il remarqua le sac d'argent bouger à côté de lui. Il l'ouvrit et à sa grande surprise, elle était là, la fille disparue. Elle tremblait, sa voix pleine de peur. « S'il vous plaît, emmenez-moi au château. Mon père vous récompensera si vous me ramenez. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle s'évanouit d'horreur en voyant les cadavres autour d'elle. Ryo la souleva sur son épaule et partit à la recherche des filles pour la ramener en sécurité. Ils l'aperçurent de loin, mais alors qu'il s'approchait, l'une d'elles se précipita et le gifla au visage. « Tu nous as menti plus tôt. Tu as dit que tu ne savais rien, et maintenant tu la portes, espèce de kidnappeur. Lâche-la, ne la touche plus. » Ryo a essayé d'expliquer, mais la fille ne voulait rien entendre. Elle était furieuse et convaincue qu'il était le coupable. Leur chef a levé son épée et l'a pointée vers lui. « Tu as nié la connaître avant, et maintenant tu la ramènes ? Tu viens avec nous au château, tu avoueras tout là-bas, nous déciderons ensuite si tu es innocent ou coupable. Si tu es innocent, tu seras récompensé. » Ryo demanda « Et si je refuse de vous suivre ?» Elle répondit froidement « Ne te méprends pas, ce n'est pas une demande, c'est un ordre. » Et ainsi, ils l'emmenèrent au château. Pendant ce temps, la police est arrivée sur son lieu de travail et a arrêté le véritable criminel. Ils étaient sur le point de l'interroger lorsqu'un homme masqué est apparu et a dit « La mission a échoué ». Il a activé un petit appareil et juste comme ça, le criminel était mort. L'homme masqué a disparu, planifiant clairement quelque chose de bien plus sinistre. De retour au château, Vanessa emmena la princesse Flora à son lit pour soigner ses blessures. Ryo, cependant, fut jeté en prison pour être interrogé. Un garde l'enchaîna et dit « Écoute bien, soit tu avoues que tu as kidnappé la princesse,
soit je te forcerai à parler. Mais Ryo était complètement innocent. Je n'ai kidnappé personne, répondit-il fermement. Le garde ne le croyait pas. Il a battu Ryo sans pitié, exigeant des réponses. Ryo, meurtri et ensanglanté, restait silencieux. Il ne voulait pas admettre quelque chose qu'il n'avait pas fait. À ce moment-là, Flora reprit conscience. Vanessa était assise à côté d'elle, attendant qu'elle se réveille. Dès qu'elle ouvrit les yeux, Vanessa lui raconta tout. Flora s'écria immédiatement « Pourquoi l'avez-vous emprisonné ?» « Il m'a sauvé la vie. Amenez-le ici immédiatement. Nous devons le récompenser. » Vanessa se précipita à la prison et fut horrifiée par l'état de Ryo. Elle cria au garde « Je vous ai dit de le traiter avec douceur. » « Pourquoi lui avez-vous fait ça ?» Le garde se défendit. « C'est un espion. » « Il a kidnappé la princesse. Donnez-moi un peu plus de temps et il confessera. » Vanessa répliqua « Libérez-le maintenant. C'est lui qui l'a sauvé. » Stupéfait, le garde obéit. Ryo, cependant, était toujours en colère et refusait de parler à qui que ce soit, même pas à Celia. Elle utilisa la magie de guérison pour soigner ses blessures qui commencèrent lentement à se refermer. Plus tard, Ryo se réveilla dans son lit. Surpris que sa douleur ait disparu, Celia se tenait à côté et dit doucement « Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité maintenant. Le roi lui-même va te rendre hommage dans 2 jours. » Elle ajouta « Je suis vraiment désolé de t'avoir blessé hier. Je promets, ça n'arrivera plus. » Ryo sourit faiblement et répondit « C'est bon, mais puisque je vais rencontrer le roi, j'aurai besoin de ton aide. Apprends-moi à parler correctement devant lui. Je ne veux pas causer de problème. » Après qu'elle ait accepté et tendu la main pour l'aider à se relever, une vague de joie immense l'envahit, comme si le monde entier s'était soudainement illuminé autour de lui. Peu après, le roi organisa une grande cérémonie au cours de laquelle il honora Ryo et annonça officiellement son inscription à l'Académie des Nobles. L'atmosphère était sereine et magnifique. Après la cérémonie, Celia le rencontra dans l'escalier, le présenta à sa classe, lui expliqua tout ce qu'il devait savoir et l'informa qu'elle serait leur instructrice. Comme Ryo avait rejoint tardivement et que les examens approchaient, elle lui dit « Si tu as besoin d'aide, viens me voir et je te donnerai des cours particuliers. » Ryo fut ravi de ces paroles et accepta volontiers. Cependant, lorsqu'il entra dans la salle de classe, il ne fut pas accueilli chaleureusement. Tous ses camarades de classe venaient de riches familles nobles, et il ne comprenait pas pourquoi le roi permettrait à un paysan comme Ryo de fréquenter leur école. Ryo ne prêta aucune attention à leurs commentaires et prit tranquillement sa place. Plus tard, il est allé voir Celia pour étudier davantage, et les choses se sont bien passées à partir de là. Il a continué à étudier avec elle jusqu'à ce que le moment des examens arrive enfin. Pendant que Ryo se préparait, il se poussait très fort, ce qui inquiétait Celia. Elle a essayé de le convaincre de se détendre, lui rappelant qu'il était encore nouveau et que les notes n'étèrent pas tout. Mais Ryo l'a rassuré d'une voix calme « Je veux juste apprendre, c'est tout. » Les examens ont commencé et tout le monde les a pris au sérieux. Un mois plus tard, les résultats ont été affichés et tout le monde s'est rassemblé pour voir comment Ryo avait fait. À la surprise générale, Ryo s'est classé premier. Un des étudiants éclata de colère, criant « C'est impossible, il a dû tricher ou se faire aider, il était plein d'arrogance et d'accusations sans fondement. » Mais la princesse Christina s'avança et dit fermement « Si tu n'as pas de preuves solides de tricherie, alors c'est honteux pour un noble comme toi d'agir ainsi. » Embarrassé, le garçon recula et partit. Après les résultats, Celia emmena Ryo dans sa chambre pour célébrer. Elle était vraiment ravie de la rapidité avec laquelle il apprenait et commença à ressentir un lien profond avec lui, comme s'il lui ressemblait. Ryo, quant à lui, la traitait comme si elle était plus jeune que lui et leur lien continuait de se renforcer chaque jour. 5 ans passèrent. Un jour, l'instructeur d'escrime remarqua l'habileté de Ryo en escrime et le sélectionna avec 2 autres élèves pour représenter l'académie au prochain tournoi. Beaucoup s'opposèrent à la décision du professeur, mais il resta ferme et dit « Ryo participera et c'est définitif ». Avant le tournoi, alors que Ryo était avec Celia, elle lui demanda « Que comptes-tu faire après l'obtention de ton diplôme ?» Il fit une pause puis dit « Je quitterai ce pays. Je veux visiter la terre natale de ma mère, celle dont elle m'a parlé quand j'étais jeune. » Celia était visiblement attristée, mais elle ne le montra pas devant lui. Les jours passèrent, et le tournoi commença enfin. 3 étudiants devaient défier 3 chevaliers pour montrer ce qu'ils avaient appris. Le premier match était celui de Ryo. Lorsque l'arbitre appela son nom, un autre étudiant ricana et lui dit « Essaie de ne pas nous embarrasser, perd juste rapidement et quitte la scène. » Ryo l'ignora et entra dans l'arène. L'arbitre appela l'adversaire. « Charles, avance !» Ryo le reconnut immédiatement. C'était le même homme qui l'avait interrogé à son arrivée au château. Charles était toujours en colère. Son rang avait baissé après sa précédente rencontre avec Ryo et il avait été puni. L'arbitre donna le signal pour commencer le match. Charles lança une série d'attaques puissantes, ne laissant pas un instant de répit à Ryo. Attaque après attaque, Ryo parvenait à peine à se défendre et les spectateurs pensaient qu'il était fini. Mais ensuite, Ryo riposta soudainement, désarmant Charles avec aisance. L'arbitre était stupéfait et déclara Ryo vainqueur. Charles resta là, tremblant, criant « Je me retenais juste ! Donne-moi une autre chance et je ne serai pas indulgent. » Mais l'arbitre a crié « Ça suffit, tu as perdu loyalement devant tout le monde. Accepte ta défaite. » Charles a admis à contre-cœur sa défaite et est parti.
Célia et l'instructeur étaient ravis pour Ryo et la foule était en admiration, sauf Charles. Ce soir-là, il s'assit à boire seul en murmurant « Ce garçon, il me rappelle mon jour le plus sombre. Chaque fois que je le vois, je me sens humilié. Je ne veux plus voir son visage. » L'homme à côté de lui demanda « Le connais-tu depuis longtemps ?» Charles répondit « Te souviens-tu d'il y a 5 ans quand la princesse Flora a été kidnappée? C'est lui qui l'a sauvée. Et quand je l'ai interrogé, je l'ai frappé. Le roi m'a puni pour ça. » L'expression de l'homme changea. Des doutes sur Ryo grandirent dans son esprit. Il commença à soupçonner que Ryo pourrait être la même personne qui avait tué le criminel, et peut-être même quelqu'un qui planifiait de détruire la famille royale. Pendant ce temps, Célia se tenait sous un arbre, attendant impatiemment Ryo. Soudain, une autre fille s'approcha de lui et lui confessa son amour. Ryo ne répondit pas et la fille s'éloigna. Mais Célia avait tout vu et elle en fut profondément affectée. Il semblait qu'elle était tombée amoureuse de lui. Plus tard, alors que Célia examinait les formulaires de diplôme des étudiants, elle remarqua que Ryo n'en avait pas soumis. Ses soupçons se renforcèrent. Elle réalisa qu'il ne prévoyait pas de rester dans le royaume et la tristesse envahit son cœur. Un nouveau semestre commença et Célia enseignait maintenant la magie. Tous les étudiants utilisaient leur magie normalement, tandis que Ryo faisait semblant de ne pas savoir comment. Mais en réalité, son énergie magique cachée les surpassait tous. Personne ne le savait, bien sûr. Après le cours, alors que tout le monde partait, Ryo s'approcha de Célia. Mais avant qu'il ne puisse parler, un étudiant s'approcha et se moqua de lui devant elle. Il ricana « Espèce de paysan sans valeur, arrête de coller aux filles avant que je ne perde mon sang-froid. Tu crois que je ne sais pas comment tu flirtes tous les jours ?» Ryo resta silencieux, mais Célia répliqua au garçon « Ça suffit, il n'a rien fait de ce dont tu l'accuses. » Le garçon était furieux de sa défense de Ryo, mais il n'avait pas d'autre choix que de partir. Le lendemain, les étudiants reçurent pour mission d'explorer la forêt et d'en atteindre la fin. Un étudiant senior nommé Steele expliqua le terrain et tout ce qu'ils devaient savoir. Tout semblait parfaitement en ordre. Puis une autre carte est apparue, une carte censée provenir de la famille Stuart, la même famille à laquelle appartenait ce garçon arrogant. Selon ses dires, la carte contenait un raccourci qui les mènerait à la fin de la forêt aussi rapidement que possible. Naturellement, tout le monde le croyait et suivait Steele puisqu'il était censé être leur chef. Au début, ils ont rencontré un groupe de monstres faibles qu'ils ont rapidement éliminés en quelques secondes. Ils ont continué jusqu'à ce qu'ils atteignent une impasse. Tout le monde était confus. L'un d'eux a demandé « Où est le chemin ?» Chemin volé. Le garçon semblait vraiment perplexe, ne sachant pas ce qui se passait ni pourquoi le chemin avait disparu. Soudain, des monstres plus dangereux les ont attaqués par derrière. Tout le groupe était piégé. L'un des monstres frappa avec une lance et blessa la jambe du garçon, le faisant tomber au sol en criant. Dans le processus, il entra en collision avec la princesse Flora et la poussa accidentellement vers le bord de la falaise. À ce moment-là, Ryo jeta tout ce qu'il portait et utilisa ses pouvoirs pour remonter la princesse, mais finit par tomber à sa place. Bien qu'il ne fût pas blessé par la chute, il ne savait pas comment il ferait face aux autres en revenant, ni comment il expliquerait ce qui s'était passé. Pendant ce temps, les autres étudiants se sont regroupés pour combattre le monstre et ont réussi à le vaincre. La jambe du garçon a été soignée peu après. Quand ils lui ont demandé ce qui s'était passé, ils ont dit « N'as-tu pas poussé la princesse Flora et failli la tuer ?» Il a tout nié, affirmant que Ryo, le serviteur, était terrifié par les monstres et l'avait accidentellement bousculé, ce qui l'avait fait tomber sur Flora. Puis il a dit que parce que Ryo se sentait coupable, il s'était jeté par-dessus le bord pour subir la punition. Quelle horreur! Où a-t-il même trouvé le culot d'inventer de tels mensonges? Pourtant, malheureusement, tout le monde le croyait, sauf Flora. Elle connaissait la vérité et voulait retrouver Ryo à tout prix. Pendant ce temps, quelqu'un observait dans l'ombre, préparant un piège pour Ryo afin de tester son véritable pouvoir et confirmer s'il était celui qui avait tué ce criminel dans le passé. Alors que les étudiants marchaient paisiblement, Ryo était caché à proximité, écoutant les mensonges du porc et décidant de ne pas retourner en ville de peur de causer plus de problèmes. De plus, il ne s'était jamais senti à l'aise là-bas. Il pensait à partir depuis longtemps. Soudain, un monstre énorme et inconnu apparut devant les étudiants. Ils ont essayé de l'attaquer avec leur pouvoir, mais c'était inutile. Le monstre était bien trop fort. Il a frappé plusieurs étudiants, a ri de manière moqueuse et les a chargés comme s'ils étaient des proies. Tout le monde a réalisé qu'ils ne pouvaient pas gagner, alors ils se sont dispersés et ont fui aussi vite qu'ils pouvaient. Seule Flora était restée. Elle avait vu certains des étudiants blessés et a couru pour les aider. Le monstre l'a remarqué et a commencé à se diriger vers elle, et elle semblait condamnée. Terrifiée, elle cria à l'aide alors que le monstre tendait la main pour la tuer, mais comment une telle chose pouvait-elle arriver alors que la légende Ryo était là? Il apparut soudainement et trancha le bras du monstre, criant « Partez d'ici maintenant !» Il activa son énergie spirituelle et commença à combattre le monstre avec fureur. Flora regardait avec admiration, fascinée par la puissance qu'il possédait. Ryo a combattu la bête avec une habileté incroyable. Puis, rassemblant son énergie dans son épée, il porta un coup net qui trancha la tête du monstre.
Il l'avait tué tout seul. Les autres étudiants arrivèrent enfin à l'emplacement de Flora, mais Ryo les aperçut juste à temps. Il utilisa son pouvoir et disparut avant que quiconque puisse le voir. Cependant, l'homme caché dans l'ombre avait tout vu et savait maintenant qui était vraiment Ryo. Il semblait avoir des plans sombres en tête. À la fin de la journée, après que tous les étudiants soient retournés au château, Célia portait quelques objets à livrer au roi. Juste avant de frapper à la porte, elle entendit le nom de Ryo mentionné à l'intérieur de la chambre. Elle s'arrêta, se concentra sur la conversation et s'approcha pour écouter. Le père du garçon cochon disait au roi « Mon fils est à l'origine de l'incident d'aujourd'hui et je m'excuse sincèrement, mais je ne peux pas permettre qu'il soit puni. Nous devons rejeter la faute sur Ryo. » En entendant cela, le roi commença à réfléchir attentivement puis répondit « Tant que la faute est rejetée sur un garçon sans origine noble, cela n'a pas d'importance. L'important est de ne pas affaiblir la famille royale ou perdre la famille de Stuart. » Le roi acquiesça et dit « Faites ce que vous jugez bon. » Il sourit méchamment, sachant clairement ce qu'il avait l'intention de faire. Quant à Célia, après avoir entendu tout cela, elle se précipita à la bibliothèque, le cœur rempli d'inquiétude pour Ryo. Quelques instants plus tard, Ryo entra déguisé pour dire au revoir avant de partir. Elle courut vers lui et le serra fort dans ses bras, vérifiant son corps pour s'assurer qu'il allait bien. Une fois rassurée sur sa sécurité, elle l'a fait asseoir et il a commencé à lui raconter tout ce qui s'était passé en détail. Après avoir appris la vérité, elle est devenue furieuse, mais ne savait pas ce qu'elle pouvait faire. Ryo lui a alors dit qu'il ne pouvait plus rester en ville et devait s'échapper dès que possible. Il a dit « Mais parce que tu es la personne la plus chère à mon cœur, je suis venu te dire au revoir. » Célia fut profondément émue par ces mots. Elle répondit « Prends soin de toi, j'attendrai tes lettres pour savoir que tu es en sécurité. Ne me fais juste pas attendre trop longtemps. » Il dit « D'accord, mais j'enverrai les lettres sous un autre nom, Haruto, pour que personne ne se doute de rien. Au revoir, Célia. » Elle courut vers lui une fois de plus et le serra fort dans ses bras. « Je t'attendrai, » murmura-t-elle. Puis il partit et ses yeux se remplirent de larmes qu'elle pouvait à peine retenir. Elle se remémora tous leurs souvenirs ensemble, submergée par le chagrin. Ryo quitta la forêt, se dirigeant vers sa ville natale, Nagumo. En chemin, il traversa la ville d'Arsland et s'arrêta pour manger et se détendre un peu. En parcourant les avis de recherche, il fut soulagé de voir que son nom n'était pas sur la liste. Il entra dans un restaurant, mais sentit que quelqu'un l'observait. Il se retourna, personne n'était là, alors il continua son chemin. Soudain, quelqu'un derrière lui cria « Ramen !» Il fut choqué. Ramen, ici? Il n'en revenait pas. Il s'est assis, a pris un bol et a demandé au propriétaire du restaurant « Où trouvez-vous vos ingrédients et épices ?» Le propriétaire a indiqué un magasin à proximité. Alors Ryo s'y est rendu et a acheté tout ce dont il avait besoin. Après cela, il envoya une lettre à Célia pour lui faire savoir qu'il allait bien et que tout se passait bien. Puis, il quitta la ville et reprit son voyage. Mais sur la route, il aperçut une fille allongée par terre. Alors qu'il s'approchait pour l'aider, elle le surprit avec une aiguille empoisonnée. Elle se leva et dit « Je vais te tuer ». Ryo laissa immédiatement tomber ses affaires et commença à se soigner en utilisant son pouvoir. « Je ne te laisserai pas me tuer ». Une bataille féroce éclata entre eux. La fille était incroyablement forte, maniant l'énergie des demi-bêtes et utilisant habilement la magie. Ryo ne savait pas comment la gérer au début et a essayé d'analyser son style, puis a réalisé qu'elle était entièrement concentrée sur un poignard spécifique. Alors, il a délibérément laissé une ouverture dans sa défense, la tentant de frapper. Lorsqu'elle s'était lancée, Ryo a frappé avec une force écrasante, l'a jetée au sol et l'a désarmée. « Tu as perdu !» lui a-t-il dit. Après que la fille ait été capturée, ses yeux ont soudainement changé. Elle a commencé à pleurer amèrement et a appelé sa mère pour qu'elle vienne la sauver. Ryo ne comprenait pas ce qui se passait et utilisa ses pouvoirs pour essayer de la calmer. Puis, elle s'évanouit, des souvenirs traversant son esprit, des souvenirs de ce qui l'avait menée à ce moment. Elle venait du même monde que Haruto, elle avait pris le même bus que lui avant sa mort. Après sa mort, elle s'est réveillée dans ce monde, mais en tant qu'esclave, forcée de servir le fils arrogant de Stuart. Ce garçon ignoble la tourmentait chaque jour, l'abattant jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus résister. Autour de son cou se trouvait un collier d'esclave qui envoyait des décharges électriques dans son corps chaque fois qu'elle désobéissait à ses ordres. Quand Ryo vit le collier, il comprit que quelqu'un avait dû lui ordonner de le tuer, alors il concentra son esprit et commença à chercher un sort pour l'enlever. Après beaucoup d'efforts, il réussit et le collier fut enfin brisé. Latina se réveilla pour trouver Ryo debout devant elle, sa main tendue vers elle. La peur la submergea et elle se précipita pour atteindre les couteaux derrière lui. Mais Ryo dit calmement « N'essaie pas, cela ne sert à rien ce que tu fais. Je sais que tu as été forcé de suivre ses ordres et que tu as essayé de me tuer à cause de lui. Ne t'inquiète pas, tu es libre maintenant. » Il lui demanda de lui raconter ce qui s'était passé, et une fois qu'elle réalisa qu'elle ne serait plus blessée, ses yeux se remplirent de larmes. Elle éclata en sanglots et commença à tout lui raconter. Stuart lui avait ordonné de tuer Ryo dès qu'il quittait la ville en s'assurant qu'elle ne laissait aucune preuve derrière elle. C'est pourquoi son nom n'a jamais été inscrit parmi les recherchés. À ce moment-là, Ryo comprit que c'était tout l'œuvre de ce porc et il lui dit « D'accord, tu es libre maintenant. J'ai brisé tes chaînes et si tu
souhaites retourner auprès de tes compagnons demi-humains, suis ce chemin pendant 2 jours et tu les atteindras. Reste avec eux, ne retourne jamais chez Stewart. Il passa son sac sur son épaule et se prépara à partir, mais à sa surprise, elle le suivit. Il se retourna et demanda « Que veux-tu » Elle répondit « Je veux aller avec toi. » « Je déteste marcher seul. S'il te plaît, ne me laisse pas. » Rio s'énerva. « Comment veux-tu que je te pardonne ? Tu as essayé de me tuer, penses-tu honnêtement que je pourrais pardonner à quelqu'un qui a essayé de prendre ma vie? Tu rêves !» La fille trembla de peur, mais elle plongea ensuite la main dans sa poche et sortit le collier cassé. Elle le tendit vers lui et dit « Emmène-moi avec toi, même si cela signifie être esclave à nouveau. S'il te plaît, ne me laisse pas ici seul. » Rio fut ému par ces mots. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il. « Latina » répondit-elle. « D'accord Latina, à partir d'aujourd'hui, tu voyageras avec moi. Allons-y. » La joie de Latina était immense. Ils continuèrent leur voyage et en cours de route, ils s'arrêtèrent pour manger. C'était la première fois qu'elle goûtait de la vraie nourriture. Elle mangeait en pleurant de bonheur, incapable de croire que c'était réel. Rio sourit et dit « Prends ton temps. Personne ne va te voler ta nourriture. Pourquoi manges-tu si vite ?» Latina ne l'entendit pas au début, trop concentrée sur son repas. Mais quand elle réalisa ce qu'il avait dit, elle leva les yeux et répondit « C'est la première fois que quelqu'un me traite gentiment. Je suis juste tellement heureuse. » Rio fut ravi d'entendre cela. « Alors à partir de maintenant, tu mangeras les meilleurs repas chaque jour et personne ne te frappera plus jamais. » Pendant ce temps, loin de là, Celia lisait une lettre de Haruto. Son cœur débordait de joie. Il lui manquait profondément et elle lui souhaitait silencieusement tout le meilleur. Ce soir-là, Rio et Latina installèrent le campement. Rio sortit un bol de ramen et commença à le préparer comme des spaghettis. À sa surprise, Latina le reconnut instantanément, l'appelant par son nom de leur ancien monde. Rio fut choqué. « Comment connais-tu son nom ?» demanda-t-il. « J'en mangeais avant » dit-elle, bien qu'elle ne lui ait pas dit où. Rio devint plus suspicieux qu'elle ait vécu une expérience similaire à la sienne, mais il n'en était toujours pas sûr. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle dormait, Latina était tourmentée par des cauchemars, des visions du Japon et de l'accident qui avait pris sa vie. C'est alors que Rio sut avec certitude qu'elle venait du même monde. Il ressentit une profonde tristesse pour elle et se sentit de plus en plus attaché. Au matin, ils reprirent leur voyage. Le lien entre eux se renforça. Latina commença à voir Rio comme un grand frère, un protecteur qui la protégerait de tout mal. Elle était vraiment heureuse à ses côtés. Finalement, ils arrivèrent dans une forêt dense. Là, Rio remarqua un arbre particulier que Latina ne pouvait pas voir. Sentant quelque chose d'étrange, il s'approcha et suggéra qu'il se repose pour la nuit et continue le matin. Latina entra dans la tente pour dormir et Rio la suivit peu après. Mais soudain, un bruit à l'extérieur attira son attention. Il sortit et fut surpris de trouver un loup le fixant. Le loup émit une lumière aveuglante et 4 bêtes l'entourèrent. Rio était complètement confus. Il essaya de se défendre et de comprendre ce qu'il voulait, mais il continuait à l'attaquer sans relâche. L'une des filles s'approcha pour l'interroger, tandis qu'une autre entra dans la tente et trouva Latina à l'intérieur. Elle supposa instantanément que Rio l'avait kidnappée. Furieuses, elles commencèrent à battre Rio sans pitié, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Alors que l'obscurité l'engloutissait, cette mystérieuse fille réapparut dans son rêve. « Comment vas-tu, Haruto ? Ça fait un moment, dit-elle. Désolée, je ne peux pas t'aider dans ta situation actuelle, mais le moins que je puisse faire est de te donner un rêve agréable. » Puis, elle disparut. Rio se réveilla pour se retrouver enchaîné à un lit. Les filles qui l'avaient attaqué entrèrent dans la pièce, accompagnées de la prêtresse du village. Mais avant que l'ancien ne puisse parler, Latina fit irruption dans la pièce, se précipitant à ses côtés et l'enlaçant avec soulagement. Elle était ravie de le trouver indemne et s'excusa de ne pas avoir pu aider. Elle a demandé qui lui avait fait ça. Réalisant leur grave erreur, les filles se sont excusées sincèrement. Elles l'ont détaché et l'aîné leur a ordonné de préparer une chambre confortable pour lui. Maintenant qu'il comprenait, il était innocent. La vieille prêtresse dit « Demain, je présenterai mes excuses formelles. Pour l'instant, repose-toi. » Rio acquiesça, toujours incertain de ce qui se passait. Le lendemain matin, il parla avec l'ancienne, lui demandant à propos de l'arbre mystérieux et pourquoi lui seul pouvait le voir. Elle expliqua « C'est à cause des esprits. Ceux qui ont la capacité de les utiliser peuvent y voir cet arbre. » « Utilises-tu des esprits, Rio ?» Il répondit « Quelque chose comme ça. » Ils entrèrent dans une chambre sacrée du village, où 2 anciens les attendaient. Leur attitude était douce, et ils parlèrent à Rio avec beaucoup de respect. D'abord, ils s'excusèrent pour la manière dont il avait été amené. Puis ils ont dit « Vous avez mérité une récompense pour avoir sauvé l'un des nôtres ?» Rio a répondu « J'aimerais que vous preniez soin de Latina. Elle s'est attachée à moi depuis notre rencontre, mais mon voyage est dangereux et je ne pourrai peut-être pas la protéger. » La vieille prêtresse s'est avancée. Nous avions déjà l'intention de le faire. « Choisis un autre cadeau, Rio. » Il répondit « Si vous avez quelqu'un qui peut m'enseigner l'art des esprits, je vous en serai vraiment reconnaissant. » Ils acceptèrent tous, considérez que c'est fait. Puis une femme entra dans la pièce. Tout le monde se leva en signe de respect. Son nom était Doris, l'esprit de l'arbre, vénéré par tous. Elle s'approcha de Rio, posa sa main sur sa tête et dit « Étrange.
En toi dort une âme humaine. Rio ne comprenait pas. Que voulez-vous dire? Il y a une autre âme en moi? Doris expliqua. Oui, tu possèdes un pouvoir unique. En vous réside une âme dormante, de forme humaine. Si elle s'éveille, elle vous apportera un soutien immense et améliorera considérablement vos capacités. Rio avait du mal à saisir pleinement le sens de ces mots, mais il hocha simplement la tête et dit « D'accord ». Les jours passèrent dans le village et Rio avait commencé son entraînement intensif, cherchant à améliorer son énergie spirituelle. Il apprit de nouvelles compétences sous la direction de tous dans la forêt. Quant à Latina, elle vivait maintenant dans une maison propre aux côtés de 3 filles demi-humaines. Pour la première fois depuis longtemps, elle semblait vraiment heureuse. Pendant ce temps, un criminel a été vu se dirigeant vers une grotte, accompagné d'un jeune garçon. À l'entrée de la grotte, l'homme a dit au garçon « Reste ici, je vais faire quelque chose à l'intérieur et je reviens tout de suite ». Quelques instants après être entré, il est ressorti en tenant un œuf de dragon dans ses mains. Le garçon, déconcerté, demanda pourquoi il l'avait pris. L'homme répondit froidement « Cela ne te regarde pas. Je vais faire quelques expériences dessus. Juste porte-le et garde-le avec toi jusqu'à ce que nous atteignions la ville. » Le garçon obéit, bien que son anxiété soit évidente. Nerveusement, il demanda « Les dragons ne vont-ils pas nous poursuivre? Pourquoi avons-nous pris leur œuf ?» L'homme rit méchamment. « Détends-toi, personne ne nous trouvera. Nous sommes assez loin maintenant. » Mais en jetant un coup d'œil en arrière, son sourire s'effaça. Un essaim de dragons volait droit vers eux, leurs yeux débordant de fureur. À ce moment précis, Rio et Latina venaient d'être officiellement reconnus comme membres du village. Doris elle-même leur avait accordé le sceau d'appartenance. Une grande célébration fut organisée en leur honneur, remplie de joie et d'allégresse. Latina s'était parfaitement intégrée avec les autres filles et adorait vraiment sa nouvelle vie. Voyant cela, Rio décida qu'il était temps de lui annoncer son intention de partir. Ailleurs, le criminel et son compagnon s'étaient arrêtés sur un site près de la forêt. L'homme dit « Nous nous reposerons ici ce soir, prends cette pilule. » Je vais explorer la zone. Le garçon prit la pilule, bien qu'il ait l'air mal à l'aise. L'homme utilisa alors sa magie pour s'envoler vers le nid du dragon. Enfin, murmura-t-il pour lui-même, il est temps d'exécuter le plan. Pendant ce temps, Rio avait emmené Latina au fond de la forêt. Il voulait lui parler seul et partager sa décision. Latina marchait à côté de lui, souriant largement. « Retournons rejoindre la fête, » dit-elle. « Pourquoi nous éloignons-nous de tout le monde? Je dois te parler de quelque chose d'important, » répondit Rio. « Mais d'abord, j'ai une question. As-tu apprécié ta vie dans ce village? » « Apprécié ?» s'exclama-t-elle. « Je l'adore absolument. Tout le monde est gentil avec moi. J'ai des amis. La vie ici est paisible et chaleureuse. »« C'est merveilleux, » dit Rio en souriant. « Mais il y a quelque chose que je dois te dire. Je vais quitter le village pour continuer mon voyage seul. Je ne veux pas que tu sois blessé si quelque chose de mal arrive. » Latina se figea, son expression s'assombrissant rapidement de tristesse. « Non, dit-elle doucement, je ne te laisserai pas partir. Je veux venir avec toi. » Rio a essayé d'expliquer que son voyage était dangereux et qu'il pourrait ne pas être capable de la protéger, mais elle était dévastée et s'est éloignée sans un mot de plus. De retour en ville, les alarmes ont retenti alors que les dragons approchaient. Les gardes ont été mobilisés pour faire face à la menace. En même temps, le criminel a profité de l'absence des dragons pour s'introduire dans leur nid et a commencé à voler leurs œufs. Il était clair qu'il avait quelque chose de sinistre en tête. Certains demi-humains remarquèrent le jeune garçon et s'approchèrent pour l'interroger, mais il paniqua, libéra le faucon qui l'accompagnait et s'enfuit. L'une des filles tenta de l'abattre, mais le manqua. Il célébrait encore son échappée de justesse lorsqu'un dragon massif descendit devant lui. Son sort était scellé. Pendant ce temps, le criminel avait rassemblé tous les œufs de dragon et achevé sa mission. Il brisa ensuite la pilule qu'il avait donnée au garçon, qui tomba mort instantanément. L'œuf qu'il portait tomba au sol et roula jusqu'à s'arrêter devant Latina. Le dragon vit l'œuf brisé et, consumé par la rage, supposa que Latina l'avait détruit. Il se jeta sur elle avec une intention meurtrière. Une fille demi-humaine se précipita pour la protéger, mais que pouvait-on faire contre un dragon? Il les abattit toutes les deux d'un coup puissant. Elle gisait au sol impuissante. Au même moment, le village ressentit les secousses de l'attaque du dragon. Les célébrations s'arrêtèrent et tout le monde se précipita vers leur maison. Rio rencontra l'un des anciens du village sur le chemin et demanda ce qui se passait. « Les monstres attaquent !» dit le vieil homme. « La forêt est encerclée, nous devons fuir immédiatement. » Rio se souvint aussitôt que Latina était encore là-bas et sans hésiter, il se précipita pour la sauver. Ailleurs, la fille demi-humaine se cachait derrière un arbre, murmurant pour elle-même « Nous devons éloigner le dragon de la ville pour protéger les gens. » Mais comment? C'est du suicide. Latina, cependant, ne prêta aucune attention au danger. Déterminée, elle décida de distraire le dragon elle-même. Et en effet, la bête la suivit, déchirant les arbres, sa fureur implacable. Juste au moment où il semblait qu'il allait la tuer, Rio est arrivé. Il frappa le dragon et arracha Latina de son chemin, disant doucement « Reste ici.
puis il se tourna pour faire face à la bête avec rien d'autre que ses mains nues. Ce qui suivit fut un affrontement éblouissant. Des coups volaient dans toutes les directions. La fille qui regardait de loin était émerveillée par la force écrasante de Ryo. Elle pouvait à peine en croire ses yeux. Même le dragon était stupéfait. Il ouvrit la bouche pour libérer un souffle dévastateur, mais Ryo fut plus rapide. Il la referma d'un coup, puis porta un coup écrasant qui fit tomber le dragon au sol sans vie. Quand les autres dragons virent leur chef tomber, ils paniquèrent et fuirent la zone. Latina courut vers Ryo et le serra fort dans ses bras, des larmes de joie dans les yeux. Les autres filles arrivèrent, étonnées par la puissance que Ryo avait montrée. Et ainsi, cette longue journée prit fin. Le lendemain matin, Latina avait commencé à accepter ce qui s'était passé. Elle a dit à Ryo qu'elle avait décidé de rester au village, mais qu'elle l'attendrait. Elle lui a rappelé tout ce qu'il avait fait pour elle, puis a finalement décidé de révéler sa vérité. « Je sais que cela peut sembler fou, commença-t-elle, mais s'il te plaît, crois-moi, c'est la vérité. Je ne suis pas né dans ce monde, je suis né dans un autre monde appelé Terre. Je vivais dans un endroit appelé Japon, mais après un terrible accident, je me suis retrouvé ici, continua-t-elle. Tu te demandes peut-être pourquoi je me sens si proche de toi ? C'est parce que tu es si gentil. Tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu autrefois, quelqu'un de très cher pour moi dans mon monde précédent. Bien sûr, elle parlait de Ryo lui-même, cher lecteur. Je te crois, répondit Ryo doucement. Chaque mot que tu as dit, je le crois, ne t'inquiète pas. Il ajouta, au fait, je viens aussi du Japon. J'ai tout compris à ton sujet pendant que tu dormais, mais comme tu semblais encore incertaine, je n'ai rien voulu dire. C'est vrai, nous sommes les seuls deux de la Terre ici. Mais ne t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai jamais. À partir de maintenant, tu es ma petite sœur, Latina. Latina était ravie après avoir entendu les mots de Haruto. Peu de temps après, Haruto commença à préparer son départ. En faisant ses adieux à tout le monde, des cadeaux affluèrent de toutes parts, au point qu'il ne savait même pas où les mettre. Son entourage débordait. Un vieil homme lui a remis un bracelet spécial en disant « Cela rendra tout plus facile pour toi ». En effet, le bracelet avait la capacité de stocker toutes ses affaires, ce qui a ravi Haruto grandement. Une fois tout prêt, il se mit en route vers la patrie de son père et de sa mère. Et ici, mon ami, commence un tout nouveau chapitre de cette histoire. Alors reste avec moi et profite de ce qui va suivre. Haruto est enfin arrivé à destination et a commencé à remarquer que tout le monde dans le village avait les cheveux noirs, tout comme lui. Pourtant, il ne savait pas à qui s'adresser ni comment commencer, alors il demanda à une fille là-bas de le guider vers le chef du village. Elle s'appelait Ruri et elle le conduisit à une femme âgée nommée Sai. Dès qu'il entra, elle lui demanda « Que veux-tu enfant? Tu n'as pas l'air d'être d'ici. » Haruto partagea son histoire avec elle et dit qu'il était venu pour en apprendre davantage sur les origines de sa famille. Il ajouta « Ma mère et mon père sont morts quand j'étais jeune, et je suis venu ici pour en apprendre sur leur passé. » La vieille femme demanda alors leur nom, et quand il les donna, son visage changea soudainement. Elle ordonna immédiatement à Ruri et à la fille qui l'accompagnait de quitter la pièce. Une fois qu'elles furent parties, elle regarda Haruto et dit « Je veux que tu me racontes toute ton histoire pour que je puisse tout te dire. » Haruto commença « Je vivais avec ma mère et mon père dans un endroit lointain, au cœur de la forêt, mais je n'ai jamais rencontré mon père. Il est décédé avant ma naissance, puis ma mère a été tuée quand j'étais encore enfant. Elle m'a promis une fois de m'emmener dans un endroit appelé Nagumo pour que je puisse en apprendre davantage sur nos racines et leur construire une tombe digne en hommage. » La vieille femme fut émue par ces mots et sourit, disant « Ne t'inquiète pas, je les connaissais bien, ils étaient très proches de moi. » Haruto fut stupéfait et demanda « Vous les connaissiez ?» Comment? C'est répondit « Parce que ton père était mon fils, et toi, tu es mon petit-fils, Haruto. Ne t'inquiète pas, nous avons construit 2 tombes pour eux dès qu'ils ont quitté le village. » Elle l'y emmena ensuite pour les voir. Alors qu'elle se tenait devant les tombes, la tristesse envahit son visage. Elle regarda Haruto et dit « Il y a longtemps, tes parents ont commis un crime grave. Beaucoup de gens ont commencé à les chasser et ils ont dû fuir le village. Pour les aider à disparaître, nous avons construit 2 fausses tombes afin que tout le monde croie qu'ils étaient morts et cesse de les chercher. » Haruto ne comprenait pas complètement, alors il lui a demandé pourquoi, mais elle a simplement dit « Je ne suis pas celle qui devrait te raconter le reste de l'histoire. » Elle est ensuite retournée chez elle, laissant Haruto seul près des tombes pour prier pour ses parents. Il s'assit dans une profonde tristesse, perdu dans ses pensées devant les tombes. Cette nuit-là, il retourna à la maison, changea de vêtements et alla dormir. Le lendemain matin, il commença à préparer de la nourriture, plaisantant avec ceux qui l'entouraient. L'air était calme et joyeux. Plus tard, Haruto rencontra un jeune homme nommé Shin, et les deux s'apprécièrent immédiatement. Ils décidèrent d'aller chasser ensemble. Haruto montra une grande habileté, attrapant tout ce qui se présentait à lui. Quant à Shin, il a à peine réussi à attraper quoi que ce soit. Ce soir-là, Haruto a trouvé ses vêtements sales et a créé un bain en utilisant ses pouvoirs. Il y est entré pour se nettoyer et en sortant, Ruri et Alma l'ont vu. Elles ont été stupéfaites par son apparence propre et ont demandé « Comment es-tu sorti aussi propre ? Qu'as-tu fait là-dedans ?» Il leur expliqua l'idée d'un bain. Ils avaient du mal à y croire et coururent à l'intérieur avec délice. Le lendemain, Haruto parlait avec sa grand-mère Sai, quand ils entendirent soudain des cris venant de la direction du bain. Ils se précipitèrent et trouvèrent un homme nommé John en train de se disputer avec Shin.
John cria « Pourquoi es-tu près du bain? Essaies-tu de draguer ma sœur? Quitte ce village, sale bâtard !» John était grossier et harcelait les filles. Shin ne pouvait pas le supporter et alla le frapper, mais il n'était pas de taille. John l'attrapa facilement par le bras et commença à l'étrangler. Juste à temps, Sai intervint et dit « Ça suffit John, si tu n'étais pas le fils du chef du village voisin, je t'aurais enfermé jusqu'à ta mort. » John répondit avec moquerie « De quoi s'agit-il? Mon chariot est tombé en panne et je suis venu passer la nuit ici. » Est-ce ainsi que vous traitez un invité? C ne trouva pas les mots pour répondre. John s'éloigna et en passant près de Haruto, il essaya de le faire trébucher. Mais penses-tu vraiment que Haruto tomberait, mon ami? Non, c'est John qui trébucha et tomba, ayant l'air complètement humilié. Un peu plus tard, l'agent des impôts est arrivé au village et a décidé de passer la nuit aussi. Pendant l'entraînement de Haruto, Ruri et Alma regardaient, émerveillés par sa force et sa carrure. Elles lui ont demandé « Pourquoi t'entraînes-tu comme ça tous les jours ?» Qu'est-ce qui te motive? Haruto se rappela de son amour passé, la fille à qui il avait promis un jour « Même si je meurs, je te protégerai ». Il leur dit « C'est une longue histoire, mais je vais vous la raconter. Quand j'étais jeune, j'aimais une fille très profondément. J'ai fait le vœu de continuer à m'entraîner pour pouvoir la protéger. Elle a grandi maintenant et je ne sais même pas où elle est ni si elle est encore en vie. Mais je n'ai jamais cessé de m'entraîner car je crois que notre promesse vit toujours. Peu importe la distance qui nous sépare, nous nous retrouverons. » Les filles étaient profondément émues, remplies d'admiration et d'émotion. Plus tard dans la nuit, Alma a eu peur de John et est allée dormir dans la chambre de Ruri. Quand Haruto l'a découvert, il leur a donné une pierre magique et a dit « Placez-la dans votre chambre. Si quelque chose se passe, je pourrai vous protéger. » Ils ont pris la pierre et ont fait ce qu'il a demandé. Cette nuit-là, John et sa bande complotaient pour entrer dans leur chambre. Ils ont attendu que tout le monde soit endormi. John s'est glissé vers la chambre. Ruri ouvrit les yeux et le trouva là, pressant sa main sur sa bouche. « Ne fais pas de bruit !» murmura-t-il. Puis Alma s'est réveillée aussi, et John a menacé « Si j'entends un mot de toi, je lui écrase le visage et tu es la suivante. » Mais pensait-il vraiment pouvoir s'en tirer avec ça alors que Haruto était là? La légende en personne a fait irruption et a éliminé tous les hommes de John. Au moment où il les a vus, une vision de la mort de sa mère a traversé son esprit. Il a crié « Que fais-tu » John a essayé de riposter, mais Haruto l'a contourné, a saisi sa gorge avec une fureur pure et a grondé « J'ai dit, que fais-tu » John était impuissant, Haruto a déchaîné une rafale de coups, point après point s'est abattu sur son crâne, implacable, terrifiant. Même les filles étaient stupéfaites par sa puissance brute. Juste au moment où John allait être battu à mort, l'agent des impôts est intervenu et a attrapé le bras de Haruto. « Si tu le frappes encore, il mourra ici même, dit-il. J'ai tout vu, il sera puni pour ses crimes. Toi, Haruto, va te reposer. » Haruto obéit et s'éloigna. Il se tenait à côté d'un arbre, bouillant de rage. Il murmura pour lui-même « Encore une fois, j'ai oublié mon but. Je ne peux pas laisser ce salaud qui a tué ma mère continuer à vivre. Je dois me venger, quoi qu'il arrive. » Ensuite, Ryo est rentré chez lui et tout le monde exprimait sa gratitude sincère pour avoir sauvé les deux filles la nuit précédente. Même le chef des impôts lui-même le remercia et fut véritablement étonné par les actions de Ryo. Le lendemain matin, le chef des impôts se préparait à partir. Il prit les marchandises avec lui et fit également arrêter John et ses compagnons, ayant l'intention de les emmener à son père pour un procès. En parlant avec la vieille femme, elle lui remit une lettre et dit « Veuillez remettre ceci à votre père quand vous arriverez. » Le jeune homme répondit « D'accord » et commença à se préparer pour le voyage. Tout le monde partit avec le chef des impôts pour livrer leurs marchandises et les vendre au marché. À leur arrivée, John et son groupe furent emmenés pour être jugés tandis que le chef des impôts remettait la lettre à son père. Au fait, le nom de son père était Hayat. Hayat lut la lettre et un air de profonde stupéfaction s'empara de son visage. Il ordonna immédiatement à son fils d'aller chercher Ryo sur le champ. En effet, Ryo fut trouvé et amené au palais. En entrant et en s'asseyant avec eux, Hayat le regarda avec incrédulité et dit « Je n'en crois pas mes yeux, tu ressembles exactement à elle, Ryo. » Ryo, perplexe, demande « À qui? De quoi parles-tu » Hayat commença à raconter l'histoire depuis le tout début en disant « Ta mère appartenait à la famille royale. J'étais son serviteur et celui responsable de sa protection. Un jour, alors que j'entraînais les soldats, un jeune homme étrange est apparu. Il était féroce et puissant, battant tous les ennemis sur le champ de bataille et il était la raison de nos nombreuses victoires. Je l'ai défié en duel pour mesurer sa force. Mais il m'a vaincu sans effort. À partir de ce moment, j'ai décidé de le nommer gardien de la princesse, ta mère, Ryo. Au fil du temps, leur lien est devenu plus étroit et plus profond, et la princesse est finalement tombée amoureuse de lui. Mais lors d'une des réunions royales, le fils de l'empereur l'a vu et a été captivé par sa beauté. Cette nuit-là, il a envoyé son serviteur pour l'enlever, mais votre père l'a confronté et lui a porté un coup fatal. Lorsque le fils de l'empereur découvrit ce qui s'était passé, il fut furieux. Il exigea d'épouser la princesse dans le cadre d'un arrangement politique, menaçant de plonger la nation dans la guerre si la demande n'était pas satisfaite. Sans autre option, le roi a décidé d'aider vos parents à fuir le village pour échapper à la colère de ces chiens vicieux. Ils sont partis, remplis de chagrin. Tandis que Ryo écoutait l'histoire,
Ses yeux brûlèrent de chagrin et de rage. Hayat continua « Et maintenant, je veux que tu rencontres le roi et la reine. Je leur ai déjà parlé de ta présence ici, et leur plus grand souhait en ce moment est de te voir. Viendras-tu avec moi les rencontrer, Rio ?» Sans hésitation, Rio accepta et partit avec lui. Il les trouva assis à l'intérieur du palais, submergés par l'émotion à la vue de leur petit-fils. Ils pouvaient à peine en croire leurs yeux. La joie emplit leur cœur, et Rio les salua chaleureusement alors qu'ils commençaient à converser. Le grand-père demanda alors à Rio de raconter toute son histoire depuis le début, afin qu'il puisse comprendre tout ce qu'il avait traversé. Rio commença à raconter son histoire triste. « Quand j'étais petit, je vivais avec ma mère dans le bonheur. Bien que nous étions pauvres, chaque jour semblait lumineux et plein de vie. Puis un jour, le vieil ami de mon père, Lucius, est entré chez nous. Il m'a donné un coup de pied et a bu d'une bouteille de médicaments. Ma mère est entrée précipitamment, demandant ce qu'il faisait. Elle a essayé de l'arrêter, mais il l'a attaqué et l'a tué sous mes yeux. Je suis resté là, figé, incapable de bouger. Je ne comprenais même pas pourquoi il l'avait fait, mais je jure que, quand je le reverrai, je ne lui montrerai aucune pitié. Je la vengerai, quoi qu'il en coûte. » Le roi et la reine étaient dévastés par ce que leur petit-fils avait enduré. Ils lui demandèrent « As-tu toujours l'intention de suivre ce chemin de vengeance? As-tu envisagé de lâcher prise ?» Rio répondit avec détermination « Je sais que le chemin de la vengeance est sombre, plein de douleurs et d'obstacles, mais c'est le seul chemin que je vois devant moi. Je ne me reposerai pas tant que le chien qui a tué ma mère ne sera pas mort. » Le grand-père admirait sa détermination et dit « Impressionnant, mais pour vraiment évaluer ta force, je veux que tu affrontes Hayat dans un duel en tête-à-tête. Personne ne l'a jamais vaincu, sauf ton père. Maintenant, je veux voir si tu as vraiment ce qu'il faut pour réclamer vengeance. » répondit Rio. « J'accepte. » Ils se dirigèrent vers l'arène d'entraînement. Hayat retroussa ses manches et chargea Rio avec férocité, pensant qu'il n'était qu'un garçon faible. Mais il n'avait aucune idée que Rio le ferait paraître comme un simple enfant. Tout le monde regardant le match était incrédule. Comment le légendaire Hayate pouvait-il ne pas être à la hauteur de Rio? Hayate recula, se préparant à utiliser sa technique ultime pour terminer le duel. Il pensait que cela suffirait, mais Rio a déchaîné son coup le plus puissant, la technique de l'esprit de l'eau, et l'a frappé avec une force écrasante. Le roi et la reine étaient stupéfaits, ils ont dit « Bien joué Rio !» Nous ne sommes plus inquiets. Quand ton voyage sera terminé, reviens vers nous. Nous t'attendrons toujours à bras ouverts. Rio répondit « D'accord, je reviendrai. » Après cela, Rio retourna au village. Tout le monde était déjà entré plus tôt, mais Rory le vit debout près des tombes de ses parents. Il réaffirmait son vœu, murmurant « Maintenant je connais toute la vérité. Je prendrai ta revanche, ne t'inquiète pas. » Il ajouta « Au revoir. » Puis il rentra chez lui et raconta tout à Rory. Elle était ravie d'apprendre que Rio était son cousin et sa joie était sans limite. Plus tard, Rio a dit à sa grand-mère qu'il ne prévoyait pas de rester pour toujours. Il resterait jusqu'à la prochaine récolte, puis continuerait son voyage pour explorer le monde. La vieille femme n'a pas objecté. Elle a dit « D'accord, fais comme tu le juges bon. » Les jours passèrent, et Rio devint progressivement une partie essentielle du village. Il aidait tout le monde de nombreuses façons, et ils en vinrent tous à l'aimer. La vie là-bas était paisible et chaleureuse. Un jour, alors qu'il enseignait quelque chose à Alma, elle réalisa qu'il partirait dans 2 mois. Elle était dévastée, incapable de retenir ses larmes. Elle murmura « D'accord, je comprends ». Elle rentra chez elle en larmes, ne sachant que faire. Son frère la vit et demanda « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu? Qui t'a contrarié ?» Elle répondit « Personne ne m'a contrarié. Je viens d'apprendre que Rio quittera le village dans 2 mois. Il n'a rien fait de mal, le problème vient de moi. » Shin comprit tout de suite. Sa sœur était complètement amoureuse de Rio. Alors il est allé chez la vieille femme et a frappé à la porte. Rio est sorti pour l'accueillir et a demandé pourquoi il était venu à cette heure. Soudain, Shin s'agenouilla, baissa la tête et supplia « S'il te plaît, reste dans notre village. » Je sais que je suis égoïste, mais je t'en supplie, ne pars pas. Sa sœur le vit agenouillé pour elle et son cœur se serra. Elle se précipita vers eux et s'excusa pour ce qui s'était passé. Shin la regarda, incertain de ce qu'il devait faire, les yeux lourds de chagrin. Après cela, Rio commença peu à peu à comprendre la situation et réalisa ce qui se passait autour de lui. Les jours passèrent et les mois suivirent, jusqu'à ce que le jour tant attendu de la récolte arrive enfin. Rio se préparait à partir, et tout le monde célébrait l'occasion, appréciant la nourriture qu'il avait préparée pour eux, alors que la joie emplissait l'air. Mais tandis que Rio se tenait au milieu de la célébration, Alma s'approcha de lui et lui demanda de venir avec elle. Rio accepta et la suivit pour voir de quoi il s'agissait. Alma se tenait devant lui, submergée par la timidité, parlant d'une voix basse et prudente. Elle lui confessa ses sentiments et dit « S'il te plaît, emmène-moi avec toi dans tes voyages. Je t'aime et je ne peux pas vivre sans toi. » Mais Rio, après l'avoir écouté, s'excusa doucement et dit « Je suis désolé mais je ne peux pas partager tes sentiments. » Alma essaya de le persuader de toutes les manières possibles, mais le cœur de Rio avait déjà été volé
par une autre fille dès son arrivée au village. Shin avait observé la situation de loin et vit le cœur de sa sœur se briser sous ses yeux, impuissant à l'arrêter. Le lendemain matin, Ryo commença à préparer ses affaires et se prépara à partir. Il fit ses adieux à tout le monde et tous étaient attristés par son départ. Mais Alma ne vint pas lui dire au revoir, ce qui le rendit encore plus triste car il sentait qu'il lui avait brisé le cœur. En quittant le village, il la trouva là, l'attendant. Elle dit avec un sourire teinté de tristesse « Je sais que tu ne m'aimes pas maintenant, mais crois-moi, je n'abandonnerai pas. Je continuerai d'essayer jusqu'à la toute fin, je ne me lasserai jamais. Tu dois juste faire de ton mieux pour suivre mon rythme, Ryo. À bientôt. » Ryo sourit à ce moment-là, heureux qu'elle ait retrouvé sa force, et répondit avec un sourire « À bientôt ». Puis il continua son voyage jusqu'à la ville des demi-humains où il rencontra Latina. La fille était ravie de le voir revenir, complètement plongée dans le bonheur. Ryo salua tout le monde et leur dit qu'il était de passage et avait décidé de rendre visite. Il a également mentionné qu'il prévoyait de construire une petite maison pour y séjourner lors de ses visites, et tout le monde a accueilli l'idée et a proposé d'aider. Ryo est rentré chez lui et a fait une courte sieste. Et soudain, il s'est réveillé pour trouver une fille dormant à côté de lui. Il a crié, et les filles se sont précipitées dès qu'elles ont entendu sa voix, témoignant de la scène de leurs propres yeux. Ryo, paniqué, dit « Je ne sais rien, ne vous méprenez pas ». Les filles ne comprenaient pas ce qui se passait et tout le monde restait figé, incapable de comprendre. À ce moment-là, la fille s'est présentée. Oui, elle était l'esprit avec lequel Ryo avait autrefois passé un contrat, celle qu'il avait sauvée quand il était enfant. Mais maintenant, elle souffrait de perte de mémoire, incapable de se souvenir de quoi que ce soit à son sujet. Ryo lui donna un nom et dit « Viens avec moi, nous irons à Doris pour découvrir qui tu es vraiment. » Il l'appela Licia. Ils atteignirent les anciens du village et tout le monde fit sa connaissance et les choses se passèrent bien. Puis Doris arriva et commença à analyser son énergie et à lui parler. Elle lui posa beaucoup de questions, mais Licia ne connaissait pas les réponses et ne répondit à aucune d'elles. Doris lui demanda quels éléments elle pouvait utiliser. Licia répondit avec confiance « Tous ». Doris fut stupéfaite et dit « Tous ? Tu plaisantes ?» Mais Licia réaffirma « Oui, je les utilise tous ». Doris ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait et demanda à Ryo de la tester. Ils sortirent et le combat commença. Au début, Ryo a essayé le combat rapproché, et Licia l'a égalé habilement, se déplaçant prudemment comme si elle avait peur de le blesser. Puis elle a essayé d'utiliser tous les éléments, ne plaisantez pas. Elle pouvait vraiment utiliser chaque élément avec une immense puissance spirituelle, disparaissant même soudainement de la vue. C'était vraiment étonnant. Doris est intervenue à la dernière minute et a arrêté le combat avant qu'il ne détruise la forêt. Puis elle a commencé à expliquer davantage sur les esprits et leur nature. Après cela, tout le monde est resté là pendant un certain temps, apprenant davantage sur les capacités de chacun. Les jours passèrent, et les mois suivirent, jusqu'à ce que Ryo termine son séjour là-bas et décide de continuer son voyage. Les villageois lui offrirent un ensemble de cadeaux, y compris une épingle à cheveux qui lui permettait de changer la couleur de ses cheveux à volonté, et une boussole magique qui le ramènerait instantanément à la forêt. Il dit au revoir à Latina et à tous les autres, puis reprit son voyage. Son plan était de passer par le royaume où il avait étudié enfant pour saluer Celia, surtout puisqu'il ne lui avait pas envoyé une seule lettre en 2 années complètes. À ce moment-là, Celia se tenait dans le jardin tenant la dernière lettre de Ryo, profondément attristée, blessée par le silence dans lequel il l'avait laissée. Charles, le jeune homme intrusif, la vit et commença à s'approcher avec ses mots habituels. Il était clair qu'elle était fiancée à lui, mais il s'approchait d'une manière agaçante qu'elle pouvait à peine tolérer. Pendant ce temps, Ryo était arrivé en ville déguisé avec Lisha pour que personne ne les reconnaisse. Ils se faufilèrent discrètement vers la chambre de Celia à l'intérieur du palais et l'atteignirent avec succès. Ils ouvrirent son bureau, mais il était complètement vide, il n'y avait rien à l'intérieur. Ryo était choqué et demanda à Lisha d'utiliser sa magie sur l'un des serviteurs à proximité pour l'interroger. Il demanda « Où est Celia? Pourquoi n'est-elle pas ici ?» L'homme lui dit que Celia était maintenant au manoir du duc. Ryo était stupéfait et a demandé pourquoi. L'homme a répondu « C'est normal, son mariage aura lieu bientôt. Elle va épouser Charles Arbor. » Ryo se figea sur place, incapable de croire ce qu'il entendait. Il demanda immédiatement « Est-ce que ce mariage est son choix ?» L'homme répondit « Non, c'est purement un mariage politique. Il y a 3 ans, une guerre a éclaté dans le royaume et le roi et sa fille Flora ont fui. Après cela, la famille Arbor a pris le pouvoir. Et pour renforcer les liens politiques, Celia a été choisie pour être l'épouse de Charles. Ryo ne put se contenir et décida d'aller voir Celia lui-même pour découvrir la vérité. Il demanda à Lisha de la localiser et apprit qu'elle était au manoir du duc, lourdement gardée de toutes parts. Penses-tu que Ryo reculerait? Bien sûr que non, mon ami. Il s'est faufilé dans l'obscurité sans que personne ne le remarque et a finalement atteint Celia, qui était en profonde tristesse, envisageant de brûler les lettres de Ryo. Et à ce moment-là, le héros est apparu. Il ouvrit la porte et ses cheveux retrouvèrent leur couleur naturelle. Celia le reconnut instantanément, n'en crut pas ses yeux et se jeta dans ses bras, submergée de joie. Ils parlèrent un peu, puis elle se dépêcha de préparer du thé. Ryo lui demanda « J'ai entendu dire que tu te maries demain. Je ne veux pas te déranger ou rabaisser l'homme que tu vas épouser, mais Charles ne te mérite pas, n'est-ce pas? Tu le sais, n'est-ce pas, Celia ?» Elle répondit, retenant à peine ses larmes « Oui, je l'épouse demain. »
Je sais que tes souvenirs de lui ne sont pas agréables, mais j'ai grandi maintenant, et j'ai atteint l'âge de me marier, et je dois me marier. Ryo demande. Es-tu sûr de cela? Veux-tu vraiment vivre avec cet homme? Elle hésita, puis éclata en sanglots. Et si je refusais, me prendrais-tu? M'épouserais-tu? M'emmènerais-tu loin d'ici et fuirais-tu? Bien sûr que non. Oublie ce que j'ai dit et pars d'ici avant d'être attrapé. Ryo ne comprenait pas pourquoi elle agissait ainsi et il essaya de lui faire dire la vérité, mais elle refusa de répondre et lui dit « Pars ». Ryo partit effectivement, incapable de comprendre ce qui se passait. Quant à Celia, elle ressentit un bonheur immense de l'avoir revue et se dit « C'est mieux ainsi, je ne suis qu'une marionnette suivant des ordres. Ryo ne devrait pas avoir à porter mes fardeaux. » À ce moment-là, Ryo se tenait à côté d'Aïcha, le visage assombri par le chagrin. Il était clairement mécontent de la situation et du comportement de Celia, et il faisait tout son possible pour découvrir toute la vérité. Et en effet, le lendemain matin, Celia se préparait pour sa cérémonie de mariage, la tristesse profondément gravée sur son visage. Pendant ce temps, Charles se tenait avec un criminel connu, et il devint clair que les deux avaient formé une alliance secrète visant à renverser la famille royale et à s'emparer du trône. Le criminel a senti une présence spirituelle à proximité, mais il n'a pas pu en identifier la source. Quant à Celia, une fois ses préparatifs terminés, elle est sortie de sa chambre, seulement pour être présentée par Charles à ses 6 autres épouses. Oui mon ami, ce salaud était déjà marié à 6 femmes, et maintenant il voulait que Celia soit la 7e. Il les a laissés faire connaissance, s'éloignant avec arrogance. Dans ces moments tendus, les épouses se tournèrent vers Celia et lui parlèrent avec un pur mépris. « Tu es peut-être la fille du roi maintenant, mais une fois mariée à Charles, tu seras la plus basse parmi nous. Tu ferais mieux d'apprendre ta place maintenant, sinon nous ne serons pas aussi gentils à la prochaine fois. » Celia ne pouvait pas répondre. Son cœur se noyait dans le chagrin. Aïcha avait observé de loin et après avoir tout entendu, elle se précipita pour raconter à Ryo ce qui s'était passé. Peu après, Celia monta dans le carrosse de mariage et s'assit à côté de Charles alors que le cortège nuptial commençait à avancer. Ryo se tenait à distance, observant tout se dérouler. Il vit la douleur dans les yeux de Celia et fut submergé par la colère et le chagrin. Peux-tu imaginer mon ami Celia coincée dans cette misère pour toujours? Mais juste au moment où elle descendit du carrosse et tendit la main pour prendre celle de Charles, la bête s'éveilla. Ryo apparut. Il se fraya un chemin à travers les soldats comme une tempête déchaînée, ne voyant personne devant lui. Même ceux à cheval ne pouvaient l'arrêter. Il les traversa un par un. Il asséna un coup de poing écrasant à Charles, puis attrapa un poignard et le tint contre le cou de Celia, criant « Ne bougez pas, quiconque s'approche, elle meurt !» Celia était stupéfaite. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, ni pourquoi Ryo se mettait en danger. Mais ensuite, Ryo lui parla par télépathie. « Calme-toi. Je ne suis pas ici pour blesser qui que ce soit, et je ne suis pas ici pour vous emmener de force. Je veux juste connaître votre véritable désir. Si vous souhaitez annuler ce mariage sans que personne ne blâme votre famille, dites-le simplement, et je le ferai. Mais si vous souhaitez vraiment épouser Charles, je partirai sans causer de tort. J'ai juste besoin de savoir, que veux-tu Celia ?» Elle était submergée, incapable de penser clairement, mais elle rassembla tout son courage et répondit « Emmène-moi avec toi, je ne veux pas épouser ce chien. » Ryo sourit et dit « Comme tu veux madame. » Il la souleva dans ses bras, regarda Charles avec mépris et déclara « Écoute Cabot, j'emmène ta fiancée juste devant toi le jour de ton mariage et tu ne peux rien y faire. » Puis il s'enfuit avec elle dans ses bras. Celia était submergée de joie, à peine capable de croire ce qui se passait. Sa famille criait, terrifiée pour sa sécurité, mais quand son père regarda dans ses yeux, il sut que quelque chose de bien plus grand était en jeu. Au même moment, le criminel réalisa que Ryo utilisait de la magie spirituelle. Il commença à soupçonner que Ryo était le même jeune homme qu'il avait vu auparavant. Il l'observa attentivement, rassemblant les indices, jusqu'à en être certain. Il lança une attaque puissante pour tester les capacités de Ryo. Ryo bloqua le coup, puis s'enfuit en portant Celia tandis que les soldats le poursuivaient en essayant de le piéger. Il se glissa dans une ruelle étroite et remit Celia à Aïcha en disant « Prends-la et cours ». Je vous rejoindrai bientôt. Aïcha n'hésita pas, elle attrapa Celia et s'échappa, tandis que Ryo ressortait pour distraire les soldats. Ils se ruèrent tous sur lui imprudemment, l'entourant de tous côtés, mais Ryo ne broncha pas. Il déchaîna sa fureur, en voyant les soldats voler un par un. Juste au moment où il allait s'échapper, Alfredo arriva. Oui, Alfredo, le soldat le plus fort de tout le royaume. Il attaqua Ryo de toutes ses forces et Ryo parvint à peine à se défendre. Il frappa à nouveau et Ryo bloqua encore, puis Ryo le repoussa en arrière. Les soldats qui regardaient étaient complètement choqués. Comment cet intrus mystérieux pouvait-il être si puissant? Alfredo remarqua quelque chose d'étrange. Ryo n'utilisait même pas toute sa force. Devenant désespéré, il rassembla chaque once de pouvoir dans sa lame et cria « C'est ta fin !» Il lança une frappe dévastatrice, embrasant le champ de bataille et détruisant tout sur son passage. Quand les soldats ont essayé de chercher Ryo, il avait disparu. Ils ont supposé qu'il avait péri, mais penses-tu vraiment qu'il est mort mon ami? Bien sûr que non, il s'est échappé au dernier moment et a finalement atteint Celia.
Elle se tenait à côté d'Aïcha et dès qu'elle l'a vu, elle a couru vers lui, n'en croyant pas ses yeux. Elle a trébuché et est tombée accidentellement dans ses bras. Puis, elle s'est rapidement redressée et s'est excusée en le remerciant d'avoir risqué sa vie pour la sauver. Ryo a simplement souri et a dit « Ce n'est rien, c'est le moins que je puisse faire pour toi ». Tout semblait calme et beau, mais soudain, une lumière étrange a brillé à travers le ciel. Aïcha se tendit et dit rapidement « Ryo, il y a un danger de l'autre côté, ils ont des ennuis, tu dois y aller. » De l'autre côté, 3 filles descendaient du ciel. L'une d'elles était le premier amour de Haruto. Elles ont été capturées par des bandits qui prévoyaient de les exécuter. Peux-tu imaginer si l'une d'elles devait mourir aujourd'hui? Pas question mon ami. Ryo arriva juste à temps. Il entendit les filles parler en japonais et réalisa instantanément qu'elles venaient de son monde. Il anéantit les bandits et courut déverrouiller la porte où les filles étaient piégées. Il demanda si quelqu'un d'autre était à l'intérieur et elles pointèrent vers un autre wagon. Il se précipita et le déverrouilla puis boum, il s'est figé de stupeur. Oui, Ryo l'a reconnu, sa bien-aimée, il n'en croyait pas ses yeux. Qu'est-ce qu'il avait amené ici? Quel choc! Et c'est là, mon ami, que cet épisode se termine. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bienvenue dans la 2e saison de Haruto's Tale, également connue sous le nom de Ryo dans l'autre monde. Si vous n'avez pas regardé la première saison, je vous laisserai le lien. Commençons maintenant. Après que Haruto ait rencontré la fille qu'il aimait, il n'en croyait pas ses yeux. Qu'est-ce qu'il a amené ici? Après les avoir sauvés, Ryo a continué à marcher avec le groupe, parlant à Aïcha. « J'ai terminé la tâche !» « J'ai protégé ceux que tu m'as demandé de protéger. » Elle accepta de le rencontrer à nouveau bientôt et répondit « La prochaine fois, je viendrai avec Celia aussi. » À ce moment-là, Miharu se tourna vers Ryo et dit sincèrement « Merci de nous avoir sauvés. » Il répondit calmement « J'ai seulement fait ce que je devais faire. Il n'y a pas besoin de me remercier. » À partir de ce moment, Miharu commença à se présenter à lui. Le cœur de Ryo était rempli d'anxiété. Il craignait que révéler son vrai nom ne déclenche ses souvenirs de leur enfance, mais finalement, il prit sa décision et dit « Je m'appelle Ryo, mais en raison des circonstances, je n'ai actuellement pas de nom de famille. » Dès que la jeune fille entendit le nom, la surprise se répandit sur son visage. Elle se souvenait du garçon que sa sœur avait autrefois aimé, celui qui lui avait dit adieu il y a longtemps. Pourtant, elle n'avait pas réalisé que le Ryo devant elle était ce même garçon. Miharu présenta alors la fille qui l'accompagnait. Elle s'appelait Chun. Ryo comprit instantanément qu'elle était la sœur cadette de Miharu, la même fille qui avait 3 ans de moins et qu'il n'avait pas vue depuis qu'il avait quitté leur quartier. Puis le frère cadet de Miharu apparut et se présenta. Ryo était perplexe de découvrir que le garçon ne partageait pas le même nom de famille, et conclut silencieusement que la mère de Miharu s'était mariée avec un autre homme après son père. À ce moment-là, Miharu demanda à Ryo pourquoi les gens dans ce monde parlaient une langue différente de celle du Japon. Ryo expliqua que c'était une question complexe, et promit de lui en dire plus tard. Alors qu'ils continuaient à marcher ensemble, Ryo s'arrêta soudainement à un certain endroit. Il concentra son pouvoir et soudain, une immense maison en pierre apparut devant leurs yeux, semblant taillée dans un énorme rocher. Tout le monde était stupéfait, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Puis Ryo se tourna vers eux et dit « Je sais que ça ressemble à un rocher de l'extérieur, mais croyez-moi, l'intérieur est entièrement habitable. » Alors qu'il se tenait devant la maison de pierre créée par Ryo, Aïcha apparut, cette fois avec Celia. Dès que Celia vit Ryo, elle se précipita vers lui, paniquée, demandant s'il allait bien. Lorsqu'elle réalisa qu'il était sain et sauf, son cœur se remplit de joie à l'idée qu'il avait sauvé tout le monde. Ryo la présenta ensuite à Miharu et à son groupe, mais Celia fut surprise lorsqu'elle réalisa qu'ils parlaient la même langue que Ryo utilisait lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Elle ne comprenait pas un mot. À ce moment-là, Aïcha s'avança et embrassa chacun de leur front, leur accordant une partie de sa magie pour permettre la communication. Elle précisa ensuite que cette magie n'était que temporaire et s'estomperait avec le temps. Après cela, Ryo les invita à entrer. Bien que la maison ressemble à un rocher solide de l'extérieur, l'intérieur était spacieux et entièrement équipé pour vivre. Il leur permit d'utiliser la salle de bain pour se doucher et se reposer. Pendant ce temps, il s'assit avec leur jeune frère et commença à préparer un repas simple de ses propres mains. Alors qu'il préparait la nourriture, il parlait au garçon de tout ce qui s'était passé et expliquait davantage la nature de ce nouveau monde. En même temps, Aïcha s'assit en privé avec Miharu et partagea des informations plus profondes, lui disant qu'elle était en fait un esprit lié à Ryo. Son existence était entièrement liée à lui. Plus tard, alors que tout le monde se rassemblait autour de la table, Ryo commença à expliquer ce qui s'était réellement passé. Il dit que tout ce qu'ils avaient vécu était le résultat de la magie d'invocation. Il précisa que ce type de magie était incroyablement rare et ne pouvait être exécuté que par quelques individus. La personne qui la lance doit utiliser presque toute son énergie magique pour transférer des gens d'un monde à un autre. Cela signifie que quiconque les a invoqués doit posséder un pouvoir surnaturel et un niveau magique au-delà des limites humaines, à moins qu'il ne soit pas humain au départ. Miharu leva les yeux vers lui, le visage rempli d'inquiétude,
et demanda s'il y avait un moyen de retourner dans leur monde. Ryo répondit honnêtement qu'il ne pouvait pas encore lui donner de réponse définitive, mais promit de faire tout son possible pour trouver un moyen de les ramener. Puis, il révéla une partie de son propre secret. Lui aussi venait du Japon, mais contrairement à eux, il n'était pas arrivé dans son propre corps. Au lieu de cela, il s'était réveillé dans le corps d'un nouveau-né dans ce monde. Et depuis, il avait vécu une nouvelle vie depuis le début. C'est pourquoi, expliqua-t-il, leur chance de retourner était bien plus grande que les siennes. À ce moment-là, Celia rejoignit la conversation. Elle a dit qu'avant de venir dans ce monde, elle avait entendu parler d'une légende ancienne qu'elle avait autrefois rejetée comme un mythe, mais qu'elle réalisait maintenant pourrait être vraie. Elle a commencé à raconter qu'il y a 1000 ans, les rois étaient en guerre depuis longtemps contre les démons pour protéger l'humanité. Ces guerres ont duré de nombreuses années, jusqu'à ce que les rois choisissent finalement 6 héros et leur accordent l'autorité de gouverner le monde en leur nom. Ryo a alors commenté que cette légende pourrait être directement liée aux événements actuels. Cependant, Miharu a partagé qu'avant d'arriver dans ce monde, elle était avec d'autres, mais n'était pas sûre s'ils avaient également été amenés ici. Elle a demandé à Ryo ce qu'il en pensait. Il a répondu que c'était certainement possible, mais que cela restait une possibilité. Rien n'était encore certain. Cette nuit-là, Aishia a demandé à Ryo si elle pouvait dormir à côté de lui. Elle a expliqué que son pouvoir magique était fondamentalement tiré de son énergie, et que son existence même était directement liée à lui. Par conséquent, il vaudrait mieux pour elle de rester près de lui, surtout en dormant. Mais Ryo refusa fermement, disant que ce ne serait pas approprié. Voyant à quel point il était sérieux, Aishia choisit de rester silencieuse. À la fin, elle a décidé de dormir à côté de Miharu à la place, disant que sa magie était extrêmement faible et que rester près d'elle pourrait aider. Et ainsi, tout le monde est allé se reposer à sa place pour la nuit. Le lendemain matin, Ryo s'est réveillé perdu dans une tempête de pensées, se parlant à lui-même « Je n'aurais jamais imaginé rencontrer à nouveau Miharu dans ce monde. Comment réagirait-elle si elle découvrait que je suis la même personne ?» Ryo, le garçon qu'elle a autrefois connu. Tous les souvenirs que nous avons partagés pourraient revenir en force, mais la vérité est que je vis maintenant sous une identité différente. Je suis Ryo ici, mais j'étais autrefois Haruto, et Haruto est mort dans le monde réel. C'est pourquoi je dois continuer sur ce chemin jusqu'à ce que je trouve celui qui a assassiné ma famille et que je prenne ma revanche. Perdue dans ses pensées, Celia entra et dit « Je n'ai pas eu l'occasion de te parler depuis mon retour, mais aujourd'hui, j'ai quelques questions. Tu portes tant de secrets. Comment as-tu rencontré Aishia ? Comment peux-tu parler la langue de ces gens ? Et on dirait que tu connais Miharu et ses frères et sœurs depuis longtemps. » Ryo lui répondit honnêtement « Je vais tout te dire. La vérité, c'est que je ne viens pas de ce monde. Je suis venu ici après être mort dans mon monde d'origine. Quand tu m'as vu pour la première fois, j'avais encore tous mes souvenirs de la vie que j'avais vécue. Mon nom à l'époque était Haruto et j'avais 20 ans quand c'est arrivé. Celia était stupéfaite. C'est donc pour ça, dit-elle, c'est pourquoi j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent chez toi dès le début. Tu semblais toujours plus mature que ton âge actuel, comme quelqu'un qui avait vécu une vie beaucoup plus longue. C'est ce qui te rendait unique, continua Ryo. Par coïncidence, Miharu et ses frères et sœurs qui ont été transportés ici, ils viennent aussi de mon monde. Et Miharu en particulier, elle n'est pas n'importe qui. Elle était mon amour d'enfance. La fille à qui j'avais promis de revenir et de l'emmener avec moi quand je serai grand. En entendant cela, Celia s'ouvrit enfin sur ce qui la troublait vraiment. Elle avoua qu'elle s'inquiétait constamment pour son père et ne savait même pas s'il était en sécurité. Ryo essaya de la réconforter et lui suggéra de lui écrire pour prendre de ses nouvelles, mais en utilisant un pseudonyme pour ne pas être découverte, tout en lui faisant parvenir son message. Cette nuit-là, nous voyons Charles assis avec Rhys, tous deux discutant des événements étranges qui se déroulent autour d'eux. Rhys a dit « Je ne m'attendais pas à ce que ta fiancée soit enlevée si soudainement », mais Charles, essayant de paraître calme, a répondu « Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, nous avons réussi à éliminer les bandits. » Le problème maintenant est que nous n'avons aucune information sur l'endroit où se trouve Celia. Pire encore, toutes nos recherches n'ont rien donné, donc nous devrons fermer les frontières du royaume jusqu'à ce que nous trouvions une nouvelle piste. Le doute commença à s'insinuer dans la voix de Rhys. Peut-être que c'est Ryo et son esprit Aishia. Peut-être qu'ils sont ceux qui la cachent. Charles répondit sérieusement, cela devient clair maintenant. La prophétie légendaire est en train de se réaliser. Celle qui prédit la venue d'un héros dans notre royaume. Je demanderai personnellement à mon père de les mettre sous surveillance jusqu'à ce que je sois sûr. Rhys le regarda, tendu. J'espère vraiment qu'ils sont loyaux envers votre royaume, Beltrum. J'ai le sentiment que vous posséderez bientôt une autre pierre sacrée, et cela pourrait complètement faire pencher la balance du pouvoir en votre faveur. Charles confirma, tu as raison. La pierre est maintenant avec la princesse Flora et le duc. Je suis sûr qu'ils accueillent actuellement le héros qu'ils ont invoqué. Ailleurs, nous trouvons un jeune homme mystérieux, traité comme un héros légendaire dans le palais royal, bien qu'il ne comprenne rien à ce qui se passe. Ce qui était étrange, c'est qu'il appréciait réellement cela, comme s'il vivait un fantasme. Une des personnes à côté de lui a dit « Vous pouvez demander tout ce que vous souhaitez et cela vous sera accordé, sans poser de questions. » Le jeune homme avait l'impression d'être dans un roman étrange.
Il se souvenait de la dernière chose qui s'était passée dans son ancien monde, comment il était simplement allongé dans son lit, menant une vie ordinaire, quand soudain un immense cercle magique est apparu sous lui et l'a transporté ici. À son réveil, il était entouré de soldats et se tenait devant lui la princesse Flora et son fidèle gardien, Gustave. Surpris, il cria « Qui êtes-vous ? Que se passe-t-il en ce moment ?» Flora s'avança et se présenta. « Je suis la deuxième princesse de ce royaume. Voici Gustave, mon fidèle protecteur. » C'est alors que le jeune homme réalisa qu'il avait vraiment été transporté dans un monde différent. Flora le regarda et dit « Il est clair que tu es le héros choisi prédit par la grande prophétie des 6 rois. » C'était la même prophétie que Rio avait mentionnée plus tôt. Elle commença à lui raconter l'histoire, bien qu'il n'en comprenne pas grand-chose. Puis Flora ajouta « La plus grande preuve que tu es le héros est l'épée que tu tiens. » Le garçon baissa les yeux, surpris. Il y avait effectivement une épée dans sa main qu'il n'avait même pas remarquée auparavant. Voyant l'opportunité, il décida de jouer le jeu et se présenta comme Sakana. Et à partir de là, les négociations commencèrent entre lui et le royaume. Et au fond de lui, il était déterminé à en sortir victorieux. En parlant avec eux, Sakana a réalisé que la raison pour laquelle il avait été amené ici avait quelque chose à voir avec la pierre que possédait la princesse Flora. Il leur a demandé directement s'ils avaient un moyen de le renvoyer dans son monde d'origine, insistant sur le fait que ce qui lui était arrivé était rien de moins qu'un enlèvement. Flora a répondu honnêtement, disant qu'elle ne savait pas si c'était possible. Gustave intervint alors pour calmer la tension, lui assurant qu'il comprenait mal la situation et que Gustave lui-même expliquerait tout. Pendant ce temps, Rio volait dans les cieux avec Miharu, la portant dans ses bras. Elle était à la fois émerveillée et bouleversée. C'était la première fois qu'elle expérimentait le vol. Cela lui semblait surréaliste, comme si elle rêvait plutôt qu'éveillée. De l'autre côté, Celia était assise avec Aishia, posant des questions sur Rio, essayant de mieux le comprendre. Elle a dit « Il a toujours semblé mystérieux et difficile à cerner. » Mais Aishia a répondu « Je sais tout de lui, nous partageons des souvenirs et une conscience. » Nous possédons une seule âme, cela fait de moi la personne la plus proche de lui. Sa confiance en les gens, elle est revenue grâce à toi. Tu as été la première à tendre la main pour l'aider. À ce moment-là, Rio et Miharu arrivèrent près du royaume. Avant d'atterrir, il changea la couleur de ses cheveux pour dissimuler son identité afin que personne ne le reconnaisse. Puis il sortit un collier magique et le tendit aux autres, expliquant qu'ils pouvaient l'utiliser pour changer la couleur de leurs cheveux aussi, afin de se promener en toute sécurité sans attirer l'attention. Ils descendirent dans le marché et commencèrent à explorer, achetant des vêtements et d'autres marchandises. Miharu était remplie de joie, à peine capable de croire ce qu'elle vivait. En rentrant chez lui, Rio s'est assis avec eux et a dit à Miharu qu'il avait longuement cherché leurs amis disparus, mais qu'il n'avait trouvé aucune trace d'eux. Il a expliqué que le scénario le plus probable était qu'eux aussi avaient été invoqués dans ce monde en tant que partie des 6 héros mentionnés dans la prophétie. Miharu était bouleversée par la nouvelle, submergée par l'anxiété. Elle ne savait plus si ses amis étaient en sécurité ou si leur destin avait déjà pris une tournure sombre. Le lendemain matin, Rio décida de partir. Il fit ses adieux à tout le monde et confia à Aishia le soin de veiller sur tout le monde à la maison. Puis, utilisant ses techniques uniques, il se téléporta et disparut en un clin d'œil, arrivant au village des esprits. Dès que ses pieds touchèrent le sol, Latina apparut, ayant ressenti son énergie de loin. Ses yeux s'illuminèrent de joie en le voyant à nouveau. Bientôt, le reste des filles suivit, toutes se précipitant vers lui, submergées de bonheur de pouvoir le revoir. Rio leur dit qu'il était venu pour une affaire urgente et qu'il devait consulter les anciens du village sur quelque chose de grande importance. Il demanda aux filles de l'aider à organiser une réunion. Elles le guidèrent vers le conseil des anciens, où Rio s'assit devant eux et commença à raconter tout ce qui s'était passé. Il a dit « Les 6 piliers se sont soudainement illuminés et à ce moment précis, 3 personnes d'un autre monde sont apparues. Je crois qu'elles sont liées à l'ancienne légende, celle des 6 héros annoncés pour venir et sauver ce monde. » Un des anciens a demandé avec surprise « Et pourquoi croyez-vous qu'ils viennent d'un autre monde ?» Rio a répondu avec assurance « Parce qu'ils vivent actuellement chez moi. Je les protège et ils ne savent encore rien de ce monde. Je suis également convaincu que 2 autres ont été accidentellement entraînés pendant le processus d'invocation et se sont perdus en chemin. » Un autre ancien se leva, stupéfait. « Tu as vraiment réussi à communiquer avec eux ?» Rio hocha la tête. « Et comment as-tu compris leur langue ?» Rio répondit calmement. Dans ma vie précédente, je vivais dans leur monde, donc parler avec eux était naturel pour moi. Il ajouta ensuite, je ne révélerai pas tout maintenant. Je laisserai les détails pour un moment plus approprié. Ce dont j'ai besoin de vous, c'est d'une promesse. Permettez aux 3 frères et sœurs et à une autre personne de rester temporairement dans le village jusqu'à ce que je trouve un moyen de les renvoyer dans leur monde. L'aîné demanda, nous comprenons la partie concernant les 3 frères et sœurs, mais qui est la 4e personne? Rio répondit, c'est ma professeure.
Je l'ai sauvée d'un mariage politique qui l'aurait détruite. Le jour de son mariage, je l'ai sauvée de ce destin. » Les filles présentes le regardèrent avec admiration, touchées par ce qu'elles entendaient. L'aînée hocha la tête et dit « Je suis d'accord pour les accueillir dans le village, mais à une condition. S'ils retournent un jour dans leur monde, ils ne doivent jamais révéler les secrets du village des esprits. » Ryo accepta sans hésitation et il fut convenu qu'il les amènerait personnellement au village. Cette nuit-là, Ryo se tenait avec Latina et dit « Je suis désolé d'avoir parlé de ma vie passée devant tout le monde, mais je devais le faire pour expliquer les choses aux anciens. » Elle lui demanda « Penses-tu que je devrais leur dire la vérité aussi, que je viens également d'un autre monde ?» Il répondit « Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit. Si tu veux garder ça secret, alors garde-le pour toi. » Elle demanda de nouveau « Ces personnes qui sont apparues, elles viennent de ton monde, n'est-ce pas ?» Il répondit « Oui, elles viennent de mon monde. » Elle poursuivit « Leur as-tu dit cela ?» Ryo acquiesça « Oui, si je ne l'avais pas fait, ils auraient demandé comment je comprenais leur langue. Je n'avais pas d'autre choix que de leur dire. Mais même si d'autres personnes de notre monde apparaissent, tu resteras spéciale pour moi, Latina. » Puis il expliqua « L'une d'elles est une fille qui était mon amour d'enfance. Les autres sont ses frères et sœurs. Pourtant, j'ai gardé le secret que je suis le même garçon qu'elle a autrefois aimé pour deux raisons. Premièrement, il s'adapte encore à ce monde. Deuxièmement, je ne suis plus la même personne que j'étais dans l'autre monde. » Il a demandé à Latina de garder cette conversation entre eux. Le lendemain, Ryo a dit au revoir à Latina et aux autres filles, leur disant qu'il voyagerait pour récupérer les trois frères et sœurs. Il serait parti pour environ 2 semaines. Et ainsi, il partit. Nous passons ensuite à un royaume complètement différent, où le roi était assis dans une grande salle avec une princesse. Il lui dit qu'il l'avait convoqué d'urgence pour une affaire sérieuse. Il expliqua « Nous avons utilisé une pierre magique puissante pour invoquer une fille d'un autre monde, et il s'avère qu'elle est une héroïne. J'ai entendu dire que votre royaume a également réussi à invoquer quelqu'un d'un autre monde. Puisque cela est maintenant une réalité, je veux que vous informiez votre royaume qu'il est invité à la cérémonie que nous organisons. Et n'oubliez pas de leur rappeler le héros qu'ils ont invoqué. » La princesse accepta de transmettre le message, mais elle demanda quel a le nom du héros que vous avez invoqué. Le roi répondit « Elle a dit que son nom était Suki, mais a ensuite expliqué que Suki est son nom de famille parce que dans son monde, la famille passe avant l'individu. » La princesse trouva le nom étrangement familier, comme si elle l'avait déjà entendu, et cela éveilla en elle le soupçon que Suki pourrait venir du même monde que leur propre héros. Le roi lui accorda la permission de rencontrer Suki en personne, et ainsi, la fille du roi l'escorta jusqu'à l'endroit où elle séjournait. Ailleurs, nous voyons Res se tenir au cœur d'une forêt sombre, entourée de monstres terrifiants dont les yeux brillaient dans l'ombre. Il lança un ordre froid. « Je veux que vous capturiez quiconque possède un immense pouvoir magique. Vous avez jusqu'à demain. » Les monstres s'élancèrent comme une tempête déchaînée, se précipitant vers leur cible. Pendant ce temps, le piège de Res pour capturer Ryo se déroulait lentement. Le lendemain, chez Celia, elle était assise et jouait avec le petit frère, tandis que Miharu était assise avec sa sœur. Leur conversation s'est inévitablement tournée vers Ryo depuis le moment où ils l'ont rencontré. Sa sœur a remarqué et a demandé avec une jalousie évidente « Pourquoi parles-tu de lui tout le temps ?» La jalousie se lisait sur son visage. Miharu a répondu calmement, essayant de la rassurer. « Je fais confiance à Ryo. Je vais tout lui laisser, il trouvera un moyen. » Sa sœur fit un demi-rire sarcastique et dit « C'est la première fois que je te vois troublée devant un gars. Tu sembles heureuse d'être avec lui. » Mais Miharu le nia rapidement. « C'est peut-être juste parce qu'il est gentil et doux avec nous. » Rien de plus. Sa sœur répliqua « Sa grossièreté me rappelle l'ancien Haruto. » Réalisant que ces mots étaient durs, elle s'excusa et partit, seulement pour plonger dans ses pensées. Aimait-elle encore Haruto ou son cœur commençait-il à pencher vers quelqu'un d'autre? À ce moment-là, les monstres de Res apparurent autour de la maison. L'air changea. Une présence lourde et inquiétante enveloppait la zone. Miharu et sa sœur se figèrent de peur et se précipitèrent à l'intérieur, mais les monstres franchirent la barrière magique et envahirent avec une force terrifiante. Alors que tout semblait sur le point de se terminer, Aishia apparut, lançant un puissant sort qui repoussa les monstres. Elle dit « Ils ont été attirés par l'énergie de la barrière, mais ne vous inquiétez pas, je vous protégerai même si cela me coûte la vie. » Avant qu'elle ne puisse terminer ses mots, une bête massive se jeta sur Miharu et sa sœur. À la dernière seconde, Celia intervint et les sauva toutes les deux. Soudain, un tourbillon de puissance traversa l'air. Ryo était arrivé, se jetant dans la bataille de toutes ses forces. Les monstres ripostaient avec une force anormale. Ce n'étaient pas des créatures ordinaires. Aishia lui a dit « Ces monstres n'émettent pas l'aura habituelle. Leur couleur sombre révèle ce qu'ils sont vraiment, quelque chose de totalement différent. » Ryo a réussi à en abattre un, seulement pour voir son corps disparaître et laisser derrière lui un cristal étrange. Il a réalisé que ce n'était pas une illusion, c'était de vraies bêtes. Au même moment, Aishia utilisa sa magie pour éliminer le reste. Après la bataille, Ryo rassembla tout le monde et dit « Nous devons partir immédiatement, le danger est loin d'être terminé. » De l'autre côté, Res observait ces monstres revenir vers lui.
mais il remarqua que certains ne revenaient jamais, en particulier ceux que Ryo avait vaincus. Les autres revinrent, apportant des guerriers capturés dans le piège. Ress leur ordonna alors de se disperser à nouveau et de continuer l'opération jusqu'à ce que son objectif soit atteint. Le lendemain matin, Ryo a transporté son groupe au village. Tout le monde était stupéfait par la sensation étrange d'un voyage instantané. Ils ne pouvaient pas croire qu'ils avaient quitté leur emplacement précédent et étaient arrivés ailleurs en un clin d'œil. Dès que leurs pieds touchèrent le sol du village et qu'ils virent les demi-humains, leurs regards se figèrent un instant. Leur forme était inconnue et différente de tout ce qu'ils avaient connu auparavant. Ryo sourit calmement et expliqua qu'il ne s'agissait pas simplement de demi-humains, mais d'esprits uniques qui vivaient cachés du monde et que très peu de personnes connaissaient même leur existence. Soudain, Latina parla couramment japonais et les yeux de tout le monde s'écarquillèrent de surprise. Elle rit et dit que comme Ryo, elle conservait des souvenirs de sa vie antérieure. Elle proposa ensuite de leur enseigner la langue de ce nouveau monde. Ryo la regarda et lui demanda si elle était sûre de révéler sa véritable identité à tout le monde. Elle répondit avec assurance qu'elle l'avait déjà dit au doyen du village et à ses amis il y a longtemps et qu'ils l'avaient acceptée telle qu'elle était. Dès qu'elle entendit le nom de Miharu, elle la reconnut immédiatement et l'accueillit chaleureusement. Ils commencèrent ensuite une visite calme du village. Ils ont remarqué que les villageois les regardaient avec des expressions prudentes et mitigées. La curiosité mêlée de peur, Ryo expliqua que le village avait été isolé du monde humain pendant longtemps et que ses habitants étaient naturellement réservés lorsqu'ils traitaient avec des étrangers. Peu après, le chef du village et les autres anciens arrivèrent, accueillant chaleureusement les invités. Ils organisèrent une petite célébration ornée de lumières et d'encens où Drias les salua aimablement, et la joie se répandit dans tout le lieu. La jeune sœur de Miharu regardait la scène avec des yeux pétillants. Elle remarqua comment les villageois interagissaient avec Ryo, avec amour, respect et confiance, et elle sentit que ce jeune homme était vraiment quelqu'un sur qui on pouvait compter. Le lendemain, Ryo et Celia firent leurs adieux à tout le monde. Miharu avait préparé un repas généreux pour eux, et en regardant Ryo avec des yeux reconnaissants, dit « Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je promets que je te rembourserai un jour. » Il sourit simplement en retour, puis partit avec Celia et Aishia, se dirigeant vers le domaine familial de Celia. Pendant ce temps, dans une autre partie du royaume, le héros invoqué d'un autre monde se tenait devant la princesse. Elle lui dit qu'une cérémonie spéciale serait organisée pour accueillir la nouvelle héroïne invoquée et qu'il était personnellement invité. Elle mentionna également que la princesse Flora et le duc seraient présents. Bien que le duc ait le dernier mot dans de telles affaires, le héros était déjà distrait. Captivé par le charme de la princesse, il accepta immédiatement l'invitation et demanda si elle-même y assisterait. Lorsqu'elle répondit oui, il sourit et confirma qu'il serait définitivement présent. Cette nuit-là, Ryo et Celia arrivèrent chez sa famille. Elle était submergée par l'émotion en revenant. Elle dit à Ryo qu'il y avait un passage secret dans le jardin que seuls les membres de la famille connaissaient et suggéra qu'ils l'utilisent pour déposer la lettre. Mais Ryo préférait utiliser les arts spirituels pour cacher leur présence. Et en effet, ils réussirent à entrer sans être remarqués par les gardes. À ce moment précis, le père de Celia était assis dans son bureau. Lorsqu'elle alluma la lanterne, le cristal à côté de lui s'illumina, signalant que sa fille était arrivée. Il se précipita vers le passage, mais ne trouva qu'une lettre manuscrite. « Je vis maintenant une vie paisible parmi des gens en qui j'ai confiance. Je sais que je t'ai déçu en refusant d'épouser le duc, mais je promets de revenir un jour et de tout te raconter. » Il lut la lettre et soupira de soulagement, réalisant qu'elle venait de partir il y a quelques instants. Pendant ce temps, Ryo et Celia avaient déjà décollé. S'envolant dans le ciel, il se tourna vers elle et lui demanda si elle était sûre de ne pas vouloir voir sa famille. Elle répondit fermement que c'était la meilleure décision pour l'instant pour éviter les complications. Puis, avec une profonde sincérité, elle le remercia pour tout ce qu'il avait fait pour elle. Le lendemain matin, Uzoma naviguait à bord de son navire lorsqu'elle aperçut soudain un énorme dragon volant au-dessus. Sa taille était terrifiante. Un seul coup de sa part aurait pu les effacer de la surface de la Terre. Heureusement, la chance était de leur côté. Le dragon ne remarqua pas le navire et continua son chemin comme si de rien n'était. À ce moment-là, Uzoma et son équipage ont réalisé que continuer le voyage serait un énorme risque. Ils ont été forcés de faire un atterrissage d'urgence dans l'une des villes voisines. Là, Uzoma a été surprise de trouver le navire du duc Jino amarré au même endroit. Il s'est avéré qu'il s'était également arrêté à cause du dragon. Une réunion urgente a eu lieu où ils ont échangé des informations sur ce qu'ils avaient vu et ont essayé d'évaluer la nature et le chemin de cette créature mystérieuse. Dans la même ville, Ryo et Celia étaient ensemble. Mais ils avaient perdu la trace d'Aishia. Ils l'ont cherchée jusqu'à la trouver en train de manger calmement dans un stand de nourriture, complètement indifférente. Lorsque Ryo entra, le vendeur le regarda et demanda « Es-tu le serviteur de cette fille ?» Ryo hésita une seconde, puis répondit «
Oui, je suis son serviteur. Je paierai pour ce qu'elle a mangé, mais l'homme le rassura. Pas besoin de payer aujourd'hui. Toute la ville est exemptée en ce moment parce que des héros invoqués d'un autre monde sont ici et ils ont été invités à une grande cérémonie dans une ville appelée Galark. À cela, Rio demande nerveusement « Connaissez-vous leur nom ?» Le vendeur répondit qu'il ne les connaissait pas, mais il avait entendu dire que leur navire se dirigeait vers Galark pour la cérémonie. Lors de la réunion, Sama a dit que la présence d'un dragon aussi puissant à proximité était terrifiante et dangereuse, bien au-delà de ce que les humains pouvaient gérer. Uzoma a répondu que dans le pire des cas, si le dragon menaçait la ville, il proposerait une évacuation. Sama lui a alors demandé ce qu'elle comptait faire maintenant. Elle a dit qu'elle retournait dans son pays natal. Elle avait laissé son assistant aux commandes, mais en vérité, c'était elle la véritable dirigeante, et son pays avait besoin d'elle. Sama avait l'air inquiet et a dit que revenir maintenant était risqué, mais Uzoma l'a rassuré en disant que ses servantes étaient habituées au combat et au danger. Sama a répondu fermement « Je suis un héros. Comment puis-je rester là et regarder? Je viens avec vous. » L'un d'eux a essayé de s'opposer, mais Gustave a interrompu en disant « C'est un héros, notre statut ne nous permet pas de l'arrêter ou de lui donner des ordres. » Uzoma a ensuite précisé que Sama était un héros d'un autre royaume et ne devait pas risquer sa vie pour eux, mais sa persistance l'a finalement convaincu. Alors qu'il se préparait à partir, l'un des gardes envoyés par le duc pour la protéger arriva. Il se présenta comme Brandt et il s'avéra qu'il connaissait la servante, Arya, depuis longtemps. Il lui dit qu'il l'avait cherchée pendant longtemps et que ce qui était arrivé à sa famille avait été cruel. Arya répondit calmement « La princesse Uzoma m'a adopté, je la sers maintenant. » Le convoi se mit en route. Sur la route, Arya cria soudain aux gardes d'arrêter les carrosses. Un grand nombre de monstres étaient apparus devant et des deux côtés, bien plus que d'habitude, comme si quelqu'un les avait disposés. D'énormes rochers s'écrasèrent sur le convoi. Arya libéra son pouvoir magique et forma une barrière pour protéger la princesse et ceux qui l'entouraient. Mais les monstres continuaient d'augmenter, près de 400 d'entre eux. Arya se tenait courageusement à l'avant et ordonna aux soldats de rester derrière et de protéger la princesse quoi qu'il arrive. Elle s'avança seule et lança une attaque stupéfiante qui choqua tout le monde. Au loin, Reiss observait la scène. Il était le cerveau derrière tout cela. Il murmura pour lui-même « Je ne m'attendais pas à ce qu'il tienne aussi longtemps. Cet assistant est plus fort que je ne le pensais. » Dans la calèche, Sama paniquait, essayant de cacher sa peur. Il fit semblant d'être calme et dit « Pourquoi les gardes ne se sont-ils pas encore occupés des monstres? Si cela continue, j'interviendrai. » Soudain, un objet massif s'écrasa sur la calèche, la secouant violemment. Sama dégaina son épée et cria « Je n'en peux plus, je me bats !» Il sauta hors de la calèche, suivi par les deux princesses. Uzoma lança un sort de barrière pour protéger Flora. Pourtant, Sama hésitait à libérer son pouvoir. Il savait que l'activer attirerait les monstres vers lui. Et la vérité était qu'il n'avait pas la compétence réelle pour affronter un tel nombre écrasant, alors il demanda à la troisième princesse de s'occuper de Flora et d'aider un soldat blessé. Elle utilisa une technique de guérison qui raviva leur morale. Son assistante revint bientôt et rapporta qu'elle avait éliminé de nombreux monstres. La princesse sourit avec confiance et dit « Je compte sur toi. Terminez le reste. » Son assistante se précipita en avant, combattant avec une telle puissance que Brandt resta stupéfait par sa force. Mais le véritable choc survint lorsqu'un minotaure apparut. La bête massive s'approcha de Sama avec des pas lourds. Sama s'effondra au sol, figé de terreur. La bête chargea vers la servante, qui évita de justesse le premier coup. Pourtant, ce léger coup projeta la calèche au loin, manquant de tuer Flora, jusqu'à ce qu'Uzoma la sauve à la dernière seconde. Juste au moment où la bête s'apprêtait à brandir à nouveau son épée massive, un éclair tranchant traversa l'air. C'était Rio descendant du ciel. Il leva son épée et trancha le corps du Minotaure, l'effaçant en quelques secondes. Tout le monde était complètement choqué. Flora vit son visage et le reconnut immédiatement comme celui qui les avait sauvés auparavant à l'académie. Quelques instants plus tard, un autre Minotaure apparut, plus grand et plus fort. Sans hésitation, Rio se précipita vers lui, s'affrontant avec sa lame massive et la projetant profondément dans la forêt. Puis un troisième monstre apparut. Rio l'a affronté de front avec des coups rapides et décisifs qui ont laissé tout le monde sans voix. En s'approchant de Flora, il l'a reconnue aussi. Rio regarda autour de lui avec incrédulité. Il ne pouvait pas comprendre comment nous avions rencontré la princesse dans un endroit comme celui-ci. Il murmura pour lui-même « Je n'aurais jamais imaginé la voir ici ». Soudain, la princesse Uzoma s'adressa à lui, le remerciant et se présentant comme la souveraine d'Amandi. En retour, Rio se présenta comme Haruto. À ce moment-là, les yeux de Flora s'écarquillèrent de surprise comme si elle soupçonnait qu'il était le même Rio qu'elle avait connu auparavant. Mais elle n'en était pas tout à fait sûre. Rio remarqua son expression et demanda calmement « Ai-je fait quelque chose pour vous troubler, princesse ?» Elle répondit, quelque peu troublée « Non, pas du tout. J'ai juste l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. » Rio répondit avec un léger sourire
sourire, je ne pense pas que ce soit possible. À ce moment-là, l'assistante de Flora prit la parole. Si la princesse a l'impression de vous avoir déjà vu, peut-être êtes-vous un noble et pas simplement un homme ordinaire. Mais Rio nia rapidement. Non, je suis juste un vagabond. Je voyage de lieu en lieu, m'entraînant à l'épée. Je n'ai aucun lien avec la royauté. Soudain, une servante s'approcha. Dès qu'elle posa les yeux sur Rio, elle le reconnut instantanément. En l'appelant par son nom, elle dit « Haruto, c'est moi qui t'ai aidé chez Rika ce jour-là. Je suis Chloé. » Cela surprit la princesse qui ne s'attendait pas à ce que Chloé le connaisse. Chloé expliqua rapidement « J'étais responsable de la succursale principale à Amandi et je l'ai rencontré là-bas. » La princesse la regarda avec stupéfaction, puis se tourna vers Rio et dit « Je ne savais pas que vous étiez l'un de nos clients. Merci encore. » À ce moment-là, Sama apparut et se présenta comme le nouveau héros invoqué. Dès que Rio entendit son nom, il déduisit immédiatement qu'il venait lui aussi du Japon. Il sourit et dit « Alors, c'est toi dont tout le monde parle. Les rumeurs à votre sujet sont partout. » Sama répondit avec confiance. C'est exact. Rio répondit avec respect. C'est un honneur de vous rencontrer. Sama sourit. Vous semblez être un épéiste talentueux. Votre combat était incroyable. Rio répondit humblement. En vérité, vous me dépassez tous de loin. Être parmi vous me rend nerveux. La princesse Flora le regarda avec incrédulité et dit « Comment quelqu'un qui a tué un minotaure sans même cligner des yeux peut-il dire ça ?» Soudain, Sama commença à montrer des signes de jalousie. Il les pressa de continuer et le groupe reprit son chemin. Pendant ce temps, Rio ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point Flora se comportait étrangement avec lui, comme si elle le reconnaissait vraiment. Cela le troublait encore plus, surtout en voyant à quelle vitesse Sama s'était intégré à tout le monde. Rio proposa alors de réparer la calèche qui avait été endommagée par le monstre. La princesse se tourna vers sa servante, Aria, et dit qu'elle devrait l'inspecter d'abord. Mais Rio s'arrêta soudainement en entendant le nom Aria. Cela lui semblait étrangement familier. Un souvenir traversa son esprit. Il volait avec Celia et Aishia et il leur avait dit « Une fois que nous aurons traversé cette forêt, nous atteindrons Amandi. » À ce moment précis, Aishia avait perçu une bataille entre Aria et un groupe de monstres. Ils se précipitèrent tous vers le combat. Là, Celia reconnut Aria et dit à Rio « Elle était avec moi à l'académie. » J'ai entendu dire qu'elle sert maintenant la fille du duc Créatia. Un monstre gigantesque est apparu. Rio a confié Celia à Aishia et a dit « Prends soin d'elle ». Puis il s'est dirigé vers la bête. Avant de s'engager, Rio répara la charrette cassée en utilisant seulement son épée. La princesse le regarda avec admiration et demanda « Je t'ai vu commander le vent, cette épée est-elle aussi enchantée ?» Il répondit brièvement « Oui, mais elle fonctionne avec de l'énergie spirituelle, pas de la magie conventionnelle. » Peu de temps après, Rio avait terminé de réparer la charrette. Tout le monde était stupéfait par son habileté et sa rapidité. Mais avant qu'ils ne puissent partir, leurs yeux furent attirés par l'énorme épée du monstre encore plantée dans la terre. Rio canalisa son énergie spirituelle et la retira sans effort du sol. Leurs yeux s'écarquillèrent de stupeur, tout le monde le regardait avec émerveillement. Même la princesse ne pouvait pas croire à la force qu'il possédait. À ce moment-là, Rio pensa en lui-même. Cet homme possède une énergie magique terrifiante. Il monta dans la calèche avec eux. La princesse se tourna vers lui et dit « Quand nous arriverons à Amandi, je vous remercierai comme il se doit. » Il répondit « Ce serait un honneur. » Pendant ce temps, dans le village des esprits, Miharu et ses sœurs apprenaient la langue de ce monde et s'entraînaient à utiliser l'énergie spirituelle par la magie. Dorus elle-même supervisait leur entraînement. Alors que la sœur cadette de Miharu marchait seule, elle vit un groupe d'enfants jouer et se rappela les jours heureux qu'elle avait autrefois partagés avec Miharu et Rio, les rires, la joie, les moments où Rio avait promis qu'il resterait toujours avec eux et ne partirait jamais. Mais finalement, il était parti et avait rompu cette promesse. Depuis ce jour-là, elle ne le voyait plus que comme un menteur. Latina s'approcha et la ramena chez elle. Elles s'assirent ensemble et après que Latina ait fini de raconter sa propre histoire, la sœur de Miharu resta silencieuse, plongée dans ses pensées. Puis elle parla doucement. « Il y avait quelqu'un que j'aimais dans le passé, mais il m'a trahi et m'a causé tant de douleur que j'ai commencé à voir le monde différemment. Plus tard, ma mère s'est remariée et a eu un fils, mon petit frère, et j'ai aussi gagné un grand frère, le fils de mon beau-père. Depuis, ma vie a changé. Il était toujours à mes côtés, m'aidant, prenant soin de moi, avec une gentillesse que je ne pourrai jamais oublier. C'est ce qui m'a fait m'accrocher à lui. C'est ce qui m'a fait sentir que je n'étais pas seul dans ce monde. Pendant ce temps, dans le grand empire de Procichéa, l'empereur Nédal était assis dans son grand palais. Un de ses loyaux subordonnés apparut devant lui et dit « Il semble, monseigneur, que vous prévoyez de lancer une nouvelle guerre. » L'empereur sourit avec arrogance et répondit « Oui, je veux déclencher la guerre par tous les moyens nécessaires. Je cherche à étendre mon pouvoir et à prendre le contrôle des autres royaumes. J'ai déjà envoyé un émissaire au royaume voisin. Ce sera la première étape du plan. » Puis vint le rebondissement. Une figure familière entra dans la pièce. C'était Rhys, l'émissaire envoyé au royaume. Par son comportement et ses paroles,
il devint clair que lui et l'empereur avaient partagé des plans et étaient en alliance secrète depuis un certain temps. Un pacte silencieux mais rusé prenait forme en coulisses, remplissant l'atmosphère de tension et de calculs silencieux. Rice se tourna vers l'aide de l'empereur et dit franchement: « J'ai une demande, j'ai besoin de votre soutien. Je veux réussir à kidnapper l'une des princesses, Flora pour être exact. L'avoir entre nos mains accélérera l'exécution de notre plan, mais la mission est extrêmement dangereuse et je ne peux pas le faire seul. C'est pourquoi j'ai besoin de votre soutien total. Sans cela, il n'y a aucune garantie que nous réussirons. » Le lendemain, Ryo entra dans la ville accompagné de son assistant, qu'il déposa avant de se diriger directement vers un restaurant au centre-ville. Là, il trouva Celia, Ilia et Aisha assises ensemble. Il les salua et les informa qu'il avait décidé de rester en ville quelques jours. Il leur parla de sa rencontre avec Flora, et Celia demanda: « A-t-elle reconnu ton identité ?» Il répondit: « Il semblait qu'elle ait senti quelque chose, mais elle ne l'a pas montré ouvertement. » Il lui demanda ensuite de lui enseigner les bonnes manières, car il allait bientôt rencontrer les princesses. Ce soir-là, l'assistante de Flora était assise avec elle, parlant de sa servante, Arya, et exprimant une grande admiration pour ses compétences. La princesse le remercia, puis posa une question étrange: « Le héros ne devrait-il pas être celui qui a le pouvoir de changer cette situation ?» L'assistant acquiesça, disant qu'elle avait raison, mais expliqua que le héros actuel manquait encore de l'expérience nécessaire pour maîtriser pleinement ses pouvoirs. La princesse répondit qu'elle ne comprenait pas vraiment la nature de sa force. Il ne pouvait pas combattre le monstre. Pourtant, il souleva l'épée massive avec aisance. Elle se demanda à voix haute si la source du pouvoir était l'épée elle-même. L'assistant convint que c'était une forte possibilité, surtout puisque l'affinité magique sacrée n'apparaît qu'au héros. Il ajouta que montrer une telle force soulevait des questions plus profondes. La princesse demanda alors: « Donc, vous pensez qu'il a juste besoin de plus d'expérience et rien de plus ?» L'assistant le confirma. « Il manque d'expérience pour l'instant, mais je l'ai fait s'entraîner dans des batailles basées sur des illusions contre des chevaliers pour l'aider à s'améliorer. » La princesse fit remarquer que sa première vraie bataille ne s'était pas bien passée du tout. L'assistant a répondu: « Considérons cela comme une opportunité d'apprentissage, rien de plus. » Il a ajouté: « Malgré tout, nous ne pouvons pas nier que c'est lui qui nous a tous sauvés. » Il a vaincu 3 minotaures à la fois et a démontré un contrôle incroyable sur l'épée enchantée en sa possession. À ce moment-là, la princesse commença à suspecter son identité. « Il peut être d'une famille noble, dit-elle, mais cacher ses véritables origines à tout le monde. » L'assistant l'a exhorté à en apprendre davantage sur lui et a suggéré qu'il assiste à la prochaine réunion. Elle accepta et il demanda également qu'elle envoie des chevaliers enquêter dans la forêt pour trouver des indices sur l'apparition du monstre. La scène passa à 2 gardes de la reine marchant avec 2 jeunes femmes profitant clairement d'elle pour de l'argent. Les filles ne savaient pas que les hommes étaient des soldats. Elles pensaient qu'ils étaient simplement des nobles ordinaires. Alors qu'ils marchaient, les gardes râlaient à propos des ordres du héros, leur visage montrant un ressentiment évident. Ils le détestaient, ils ne le voyaient pas comme un vrai noble, et certainement pas digne de les diriger. Il n'était qu'un homme d'un autre monde. Ils sont arrivés à un hôtel et ont exigé une chambre spécifique. Le réceptionniste leur a dit qu'elle était déjà occupée et a proposé d'autres chambres, mais ils ont refusé. Ils ont même proposé de payer le triple du prix, mais l'employé a refusé fermement. Ils sont devenus agressifs, le menaçant avec leur autorité. À leur insu, la chambre qu'ils demandaient était celle actuellement occupée par Ryo, Celia et Aisha. Ryo entendit les cris à l'extérieur et soudain les gardes firent irruption dans la chambre. Le personnel de l'hôtel, effrayé, se précipita pour s'excuser auprès de Ryo. Ryo, calme et froid, se tourna vers les gardes et leur demanda ce qu'ils voulaient et pourquoi tout ce vacarme. En le reconnaissant, les gardes ont dit qu'ils faisaient partie du groupe qu'il avait autrefois sauvé. En apprenant leur nom, nous découvrons qu'ils étaient Stuart et Alford, ses anciens camarades de classe à l'académie. Ils ont immédiatement commencé à se moquer de lui comme avant. Ryo a répondu froidement qu'il ne se souvenait pas d'eux et ne voulait pas s'en souvenir. Lorsqu'il a demandé pourquoi ils étaient là, l'un d'eux a dit qu'il voulait utiliser sa chambre. Malgré cela, Ryo a répondu poliment: « Je prenais juste mon repas. Vous êtes les bienvenus pour entrer et manger si vous le souhaitez. » Il se leva pour partir avec Celia et Aisha, mais un des soldats l'arrêta et lui demanda de rester pour le dîner. Ryo répondit calmement: « J'ai assez mangé. » Le soldat s'énerva. « Donc tu refuses notre invitation ?» Il accusa Ryo d'arrogance, le traitant de roturier. « Tu as peut-être des compétences à l'épée, mais tu n'es qu'un homme ordinaire. » À ce moment-là, le personnel de l'hôtel intervint, avertissant Ryo que des problèmes continus avec les clients entraîneraient des mesures disciplinaires. Ryo se prépara à partir à nouveau, mais le soldat lui barra le chemin. « Tu ne sais pas comment montrer le respect dû aux nobles » ricana-t-il. Ryo répondit calmement: « Malheureusement, je suis né un homme ordinaire. » Il ajouta: « Je n'aime pas lever la main contre les autres pour leurs actions, mais j'ai entendu dire que les lois régionales permettent les duels dans certaines circonstances. » Cette phrase suffit à enrager le garde. « Comment oses-tu me parler ainsi ?» Le soldat se jeta sur lui, mais Ryo esquiva facilement le coup et contrôla la situation. Dans un flou,
il asséna un coup écrasant qui envoya Stuart et Alford au sol. La nouvelle parvint rapidement à l'assistante de la princesse. Elle était embarrassée par ce qui s'était passé. Ce n'était pas ainsi qu'elle voulait que Rio voie la noblesse. Déterminée à arranger la situation, elle décida de s'excuser auprès de Rio en personne. En même temps, l'assistant de Flora résolut d'enseigner aux soldats une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Il les confronta avec fureur. « Je n'ai jamais attendu quelque chose de bon de vous deux, mais ça... » Il les réprimanda sévèrement. « Votre stupidité est devenue mon fardeau. » Il annonça qu'il n'aurait pas de seconde chance. « La punition sera la destitution de vos titres. Vous ne serez plus des nobles. » Les soldats protestèrent. C'était juste une bagarre avec un épéiste. Mais leur père cria furieusement « Cet épéiste possède un talent qui dépasse largement le vôtre. Il a vaincu 3 monstres à la fois avec une puissance terrifiante et une maîtrise parfaite de son épée. Pensez-vous pouvoir faire cela ?» Il déclara ensuite « Je vous donnerai une dernière chance pour restaurer votre réputation. Vous participerez à l'enquête de la forêt. La princesse Flora elle-même la supervisera. Si vous faites vos preuves, je pourrai reconsidérer mon soutien. Mais si vous échouez, vous serez renvoyé à Rodania et emprisonné à vie. » Finalement, ils ont accepté. Mais il a précisé une condition, ils doivent d'abord s'excuser auprès de Rio, bien qu'ils se sentent humiliés, ils n'avaient pas le choix. Pendant ce temps, la princesse était avec Rio, elle l'informa de leurs excuses et dit qu'elle accorderait toute demande qu'il leur ferait. Rio répondit calmement « J'accepte leurs excuses et je n'ai besoin de rien de personne. » Plus tard, il se rendit au palais où les 2 soldats arrivèrent et s'inclinèrent devant lui. Sans hésitation, Rio accepta leurs excuses. Après cela, il rejoignit le héros et le reste du groupe à nouveau. La princesse lui a demandé le début de son voyage. Il lui a dit qu'il avait commencé à l'âge de 11 ans après la mort de ses parents et qu'il avait maintenant 16 ans. À ce moment-là, l'assistant du duc lui a offert un poste au palais qui lui permettrait de s'élever rapidement à la noblesse avec un salaire généreux parce que sa force le méritait amplement. Mais Rio a fermement refusé. Il a dit qu'il préférait vivre librement selon ses propres termes sans contrainte. En même temps, les soldats qui s'étaient affrontés à Rio sont allés dans la forêt comme l'avait demandé la princesse. Ils ont cherché le moindre indice qui pourrait expliquer ce qui s'était passé. L'un d'eux était furieux. « Pourquoi suis-je obligé de faire ça? Pourquoi dois-je marcher avec des soldats inutiles pour quelqu'un comme Rio qui ne le mérite même pas ?» Alors qu'ils continuaient à marcher, leur capitaine les avertit des possibles attaques de monstres. Puis soudain, l'assistant de l'empereur apparut devant eux. Après cela, la scène se déplace vers Maharu qui se tenait sur la place du village, trempée de sueur après un entraînement intense. Elle serrait fermement son épée, se concentrant sur chaque coup. Les garçons et les filles du village se tenaient à proximité, regardant avec admiration. Ils ne comprenaient pas comment elle possédait une telle détermination inébranlable, ni pourquoi elle se poussait aussi durement. L'un d'eux a demandé « Dis, pourquoi fais-tu cela ? Pourquoi t'entraînes-tu jour et nuit ?» En respirant lourdement, Miharu a répondu « Je le fais pour ne pas être un fardeau pour Rio. Il se bat toujours et risque sa vie pour nous protéger. Mais cette fois, je veux me protéger moi-même et le protéger aussi. Je ne veux pas rester faible, toujours à attendre qu'il me sauve. » À ce moment-là, la scène change à nouveau pour montrer l'assistant de l'empereur avec froideur dans les yeux. À côté de lui se tenait Rhys, regardant en silence, incertain de la raison pour laquelle ils étaient venus ici. Rhys fit un sourire rusé et dit « Nous sommes venus ici spécialement pour toi. Nous savions que vous étiez arrivé. » Il dégaina lentement son épée, ses yeux brillants de menace, et ordonna à l'assistant de l'empereur de les éliminer et de mettre fin à l'histoire une fois pour toutes. L'assistant, cependant, les regarda avec dédain. « Ce ne sont que des enfants, pensa-t-il. Ils n'ont aucune chance. » Leur chef resta ferme, mais l'assistant se jeta sur eux avec une vitesse terrifiante, les abattant un par un. Les soldats tombaient devant lui comme des feuilles au vent, et en quelques instants, seuls des corps faibles et brisés restaient au sol. Puis Rhys s'avança calmement, prenant note des noms des soldats tombés. À voir son expression, il était clair que ce n'était pas juste une embuscade, quelque chose de bien plus grand se préparait. Quelques soldats conscients ont essayé de fuir, y compris un garde noble, mais avant qu'ils ne puissent faire 2 pas, l'assistant est apparu juste devant eux, les saisissant avec une force écrasante, ne laissant aucune chance de s'échapper. En même temps, Rio faisait ses adieux à Flora après l'avoir rencontrée, mais elle l'a invité à une fête de thé, il a accepté. Sa présence semblait avoir eu un impact étrange sur Flora, suffisamment pour que le héros, Sama, le remarque. Il lui dit « Depuis que Rio est apparu, tes yeux ne l'ont pas quitté, tu as changé. » Elle tenta de se justifier, disant qu'elle essayait simplement de comprendre son talent pour le bien du royaume. Puis nous sommes retournés à Rhys, qui se réveille soudainement d'un cauchemar terrifiant. Il réalise que les soldats qui étaient autrefois avec lui s'étaient maintenant transformés en monstres. Il regarde avec terreur l'un de ses camarades se transformer en bête juste devant ses yeux.
L'un d'eux dit « Nous avons transformé tous tes amis soldats et tu seras le prochain. Mais cette fois, tu ne seras pas comme ces fantômes, tu seras quelque chose de différent. » Ils implantent un étrange joyau dans son corps, lui causant une douleur insupportable alors qu'il commence à se transformer en une créature hideuse et terrifiante. Pendant ce temps, le duc remarque que le groupe de soldats qu'il avait envoyé n'est pas revenu et il n'y a eu aucune nouvelle d'eux. L'inquiétude commence à s'insinuer dans son cœur. Il décide d'attendre un jour de plus et s'ils ne reviennent pas, il ira les chercher lui-même. « J'avais raison, murmure-t-il. Nous avons besoin de quelqu'un de plus talentueux pour nous aider. » En même temps, Flora était perdue dans ses pensées, essayant de rassembler ses sentiments à propos de Rio. Elle était confuse par la façon étrange dont elle avait agi envers lui. Puis le duc est arrivé et l'a informé de ce qui s'était passé. Il s'excusa en disant « Mes soldats ont été perdus à cause de cette mission, mais la princesse admit son erreur. J'aurais dû envoyer mes propres gardes, pas les vôtres. Ils sont peut-être déjà morts. » Elle suggéra d'envoyer un groupe plus fort cette fois. Le duc proposa « Nous devrions faire accompagner Rio. Il pourrait être la clé de la victoire et de l'élimination définitive des monstres. » La princesse accepta l'idée. De retour avec Rhys, il se tenait maintenant parmi les monstres. Son assistant l'informa que la transformation des soldats nobles était terminée et qu'ils commenceraient leur mouvement à l'aube. Cette nouvelle créature était bien plus puissante que les autres, hautement qualifiée au combat et serait une arme mortelle dans la bataille à venir. Ailleurs, Aisha réveilla Rio et l'informa d'une terrible menace. Des monstres avaient commencé à apparaître et avaient senti leur présence, mais n'avaient pas encore localisé leur position. Pendant ce temps, les monstres se rapprochaient et les soldats sonnèrent rapidement les cornes d'alarme pour garder les gens à l'intérieur de leur maison. Célia se réveilla au son des sirènes bruyantes et courut vers Rio. Son cœur était rempli d'inquiétude, elle demanda ce qui se passait et Rio répondit calmement « Notre priorité est de recueillir des informations sur les monstres attaquants. » Célia insista pour se battre. Elle lui a dit qu'elle maîtrisait bien la magie. Il a accepté et est allé évaluer la situation lui-même. Là, il découvrit que les monstres avaient franchi les portes de la ville et brisé les défenses environnantes. Malgré tout, Rio croyait encore qu'il y avait de l'espoir. Mais soudain, Aisha revint et l'avertit qu'un autre groupe de monstres entrait dans la ville par une direction différente. Cela signifiait que la ville était maintenant encerclée. Les citoyens commencèrent à fuir vers l'est, mais cela créa un nouveau problème. Les monstres avaient déjà infiltré de ce côté-là. À ce moment-là, les soldats se préparaient à lancer une attaque de grande envergure, mais la force des monstres était écrasante. Ils ont détruit les portes principales du palais et ont fait irruption à l'intérieur. Même les servantes ont commencé à se défendre. C'était le chaos jusqu'à ce que Rio intervienne. Il a chargé un monstre de front, le terrassant. Puis un autre groupe, il les a vaincus aussi. Tout le monde regardait avec admiration. En même temps, la princesse dirigeait les soldats restants, essayant de maintenir les lignes. Une des gardes féminines l'informa « Grâce à Rio, nous avons repris le contrôle de la majeure partie de la bataille. » Soulagée, la princesse se sentit un peu plus à l'aise. Mais loin de tout cela, Rhys et l'assistant de l'empereur se cachèrent dans un endroit éloigné. Observant tout avec une joie perverse, ils avaient réussi à libérer les monstres au cœur du royaume. Pendant ce temps, Rio continuait à se battre avec une compétence inégalée. Même les soldats ne pouvaient pas le quitter des yeux. Sa puissance stupéfiait tout le monde. Mais au milieu de la bataille, il remarqua quelque chose d'étrange. Un groupe de monstres restait immobile, ne participant pas au combat. Il réalisa rapidement qu'ils n'étaient pas de vrais monstres. C'étaient des soldats du royaume transformés par les sombres pouvoirs de Rhys. En se concentrant sur leur visage, il se dit « Je me souviens avoir combattu ces hommes auparavant. À l'époque, je pouvais les abattre en quelques secondes. Si l'un d'eux parvient à se faufiler dans la ville maintenant, il pourrait semer le chaos. Leur objectif n'est pas seulement de se battre, c'est tout autre chose. » Mais au lieu de perdre du temps avec eux, Rio a décidé de se déplacer vers une autre zone pour continuer à se battre et empêcher les monstres d'avancer davantage. À ce moment-là, les monstres soldats ont commencé à pousser des cris étranges et terrifiants. Les gardes restaient figés, incapables de comprendre ce qui se passait. Soudain, Rhys se tourna vers le soldat noble et dit « C'est à ton tour maintenant, va les attaquer toi-même. Nous comptons entièrement sur toi. » Soudain, les monstres se ruèrent en avant comme une tempête déchaînés et déchirèrent les soldats sans pitié. La catastrophe s'aggrava lorsqu'un monstre gigantesque apparut, faisant trembler la terre à chaque pas. À ce moment-là, Arya, la servante de Flora, décida de se mettre en travers du chemin du monstre et de lui résister de toutes ses forces. Pendant ce temps, Rio remarqua un autre monstre fonçant sur une petite fille terrifiée qui ne pouvait pas bouger. Il s'élança à toute vitesse et trancha la bête en deux avant qu'elle ne l'atteigne pour découvrir un autre monstre derrière lui qui l'élimina instantanément. Peu après, un garde confus s'approcha de Rio et dit « Vous êtes Rio, n'est-ce pas? J'ai un message urgent de la princesse. Vous devez aller à son bureau immédiatement. » Au même moment, le soldat noble se tenait à côté de l'assistant de l'empereur qui lui dit froidement « Votre mission commence maintenant. À attaquer la princesse et le héros,
Mais ne faites pas de mal à la princesse, vous me comprenez? À proximité, un garde entendit la conversation. L'assistant le remarqua et ordonna au soldat noble de le faire taire. Le soldat obéit et le tua instantanément. Cependant, le cri mourant du garde atteignit ceux dans le bureau de la princesse, les alertant que quelque chose n'allait pas. Soudain, le noble soldat fit irruption dans le bureau, accompagné de monstres terrifiants qui attaquèrent sans hésitation. Le héros réagit immédiatement et un des gardes de la reine s'avança pour défendre. Mais une bête massive bloqua son chemin et le maîtrisa avec aisance. L'instant suivant, le noble soldat frappa le héros avec une force dévastatrice, le rendant inconscient d'un seul coup. Tout le monde était sous le choc, non seulement à cause de la puissance et de l'apparence du monstre, mais parce qu'il parlait. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Puis la créature se précipita sur le duc Urvé, son propre père, et lui porta un coup mortel à l'abdomen. L'autre fils du duc, engagé dans un combat avec un autre monstre, ne pouvait pas l'aider. La bête poursuivit son assaut, puis attrapa le duc et le projeta vers son fils figé. Avec tous les monstres ennemis occupés dans la bataille, la princesse vit une chance de s'échapper. Elle courut rapidement, mais dès qu'elle sortit du bureau, elle fut choquée de trouver l'assistant de l'empereur qui l'attendait. Il l'attrapa et quitta le bâtiment. Pendant ce temps, Rio se tenait à côté de l'autre princesse qui le remercia de l'avoir sauvée. Mais Aishia interrompit, disant qu'il y avait encore des monstres à l'intérieur du bâtiment. La princesse n'en revenait pas. Elle a dit que le bâtiment était protégé par des soldats d'élite et qu'aucun rapport de ce genre ne lui était parvenu. Mais Rio et Aishia ont insisté, alors la princesse a suivi leurs conseils et a ordonné aux soldats de fouiller tout l'endroit. À ce moment-là, Rice a parlé avec l'assistant de l'empereur, lui disant de s'échapper avec la princesse pour éviter d'être pris dans une bataille inutile. Il devint clair que le véritable objectif depuis le début avait été d'enlever la princesse. Ailleurs, l'assistante de Flora combattait les monstres avec toutes les techniques magiques qu'elle connaissait, mais elle réalisa rapidement que ses attaques n'avaient aucun effet. Elle était sur le point de s'effondrer. Soudain, le héros se réveilla. Ses yeux remplis de fureur, il se jeta sur les monstres avec une force à laquelle personne ne s'attendait. Il les élimina un par un, puis lança une attaque élémentaire d'eau sur le soldat noble, détruisant tout autour de lui. Le désastre était que Rio et Flora se trouvaient à l'étage inférieur du même bâtiment. Lorsqu'ils virent l'explosion massive, ils réalisèrent qu'elle provenait de la pièce même où le héros et Flora se trouvaient. Pourtant, à la surprise générale, le soldat noble survécut à l'attaque du héros. Alors qu'il se préparait à poursuivre les monstres, Rice le frappa soudainement par derrière avec un coup puissant qui l'assomma. Puis Rice regarda le soldat et lui ordonna de partir au combat avec les ennemis restants. En partant, Rice traça un cercle magique sur le sol, invoquant vague après vague de monstres terrifiants qui commencèrent à attaquer les citoyens. Un groupe de soldats les entoura rapidement et une bataille féroce éclata dans les rues. De l'autre côté, Rio se tenait au cœur du champ de bataille, décapitant rapidement des monstres à une vitesse incroyable. Mais ses yeux tombèrent alors sur une scène qui le figea sur place. Flora avait été capturée. Elle était tenue fermement par l'un des ennemis, criant de douleur et de peur, appelant le héros et les autres à l'aide. L'ennemi leva son arme, menaçant de lui couper la jambe si quelqu'un bougeait. Rio se concentra sur le visage et la voix de l'ennemi. Lorsqu'il a rassemblé les détails, il a été choqué. C'était le même homme qui avait chassé Dima, le même homme qui avait tué sa mère. Son cœur brûlait de vengeance. Mais Aishia est venue vers lui et a dit « Tu dois poursuivre le ravisseur. Je m'occupe des monstres. » Elle utilisa sa magie pour ériger une barrière massive afin d'empêcher les bêtes d'atteindre les citoyens. Rio accepta 6 mots. Avant de partir, il regarda Flora et fit un vœu devant tout le monde. « Je te sauverai quoi qu'il en coûte. » Puis il se précipita après l'ennemi. Pendant ce temps, les autres ne comprenaient pas pourquoi le nombre de monstres continuait d'augmenter. Aishia poursuivait sa tâche, érigeant des barrières pour protéger les gens. La princesse était stupéfaite par l'immense pouvoir magique d'Aishia. C'était comme si elle venait d'un autre monde. Mais Célia s'approcha d'elle et expliqua qu'Aishia possédait la même force magique mystérieuse que Rio. En effet, Aishia commença à déchaîner sa puissance terrifiante contre les monstres. Elle les frappait avec une magie implacable, mais ils l'encerclèrent rapidement de tous côtés. À ce moment-là, le noble soldat revint, se dirigeant droit vers le groupe de Rio. Il était clair qu'il avait l'intention de les éliminer, surtout Aishia. Dès qu'ils ont entendu sa voix, tout le monde a été stupéfait. Ces mots révélaient quelque chose de mystérieux. Mais avant qu'ils ne puissent en comprendre le sens, l'un des monstres a percé la barrière magique protégeant la princesse. Elle a rapidement construit un bouclier de pierre plus solide pour protéger tout le monde. Pendant ce temps, Aishia affrontait le noble soldat qui attaquait avec une rafale de coups puissants. Elle esquivait chaque coup avec une finesse incroyable et au moment critique, elle porta une seule entaille décisive, lui tranchant la tête et le terminant dans une mare de sang. À ce moment-là, Rio volait dans le ciel en utilisant ses pouvoirs magiques, ayant réussi à suivre la trace du tueur. Il arriva à l'endroit où se trouvait le tueur et le trouva debout avec Flora. Le tueur était complètement choqué.
Personne n'avait jamais réussi à le suivre avec autant de précision auparavant. Pendant ce temps, Miharu faisait un rêve étrange. Elle voyait un homme debout devant elle, tenant son épée et dégageant une rage terrifiante. Elle vit aussi la mère de Ryo allongée dans une mare de sang, avec un petit enfant qui ressemblait à Ryo debout à côté d'elle. Au-dessus de son corps sans vie se tenait le tueur lui-même. Puis Ryo apparut dans le rêve, dégaina son épée et trancha la tête du tueur. Miharu se réveilla bouleversée, sentant que ce n'était pas juste un cauchemar aléatoire. C'était profondément lié à ce qui se passait réellement. Retour à Ryo, debout devant l'assistant de l'empereur, qui n'était autre que le meurtrier de sa mère. Ryo lui demanda de s'identifier avant de dégainer son épée comme s'il était prêt à tuer Flora. Mais le regard froid et indifférent de Ryo montrait clairement qu'il n'était pas venu pour protéger Flora. Il est venu pour une seule raison, la vengeance. Le tueur comprit cela, découvrit son visage et demanda si Ryo l'avait cherché tout ce temps. Ryo répondit sèchement « Oui ». Tu es ma véritable cible depuis le début de mon voyage. Le tueur attaqua de toutes ses forces, mais Ryo bloqua facilement les coups sans broncher. Choqué par la force et la vitesse de Ryo, le tueur dégaina une épée massive. Mais même alors, Ryo la géra tout aussi aisément. Il devint clair que Ryo ne voulait pas que Flora soit impliquée dans le combat. Son attention était uniquement sur l'homme qui avait détruit sa famille. Ailleurs, le groupe de Ryo combattait toujours les monstres, mais Celia remarqua quelque chose d'étrange. Tous les monstres semblaient la cibler spécifiquement comme si quelqu'un l'avait désigné. De retour avec Ryo, il demanda au tueur pourquoi il nourrissait une telle haine. Le tueur dit qu'il lui dirait tout s'il s'assurait que la princesse reste en dehors du combat. Ryo accepta et le tueur commença sa confession. « Il y a 10 ans, j'étais l'ami de ton père, mais je l'ai trahi et tué. Quand j'ai essayé de te tuer, ta mère est intervenue, alors je l'ai tué aussi. Jeter son corps à la poubelle après l'avoir forcé à boire quelque chose qui l'a complètement affaibli. Quand j'étais sur le point de te tuer, elle m'a supplié de t'épargner, et je l'ai fait. J'étais sûr qu'un jour tu reviendrais pour les venger, et te voilà. Bien que je doive dire, la couleur de tes cheveux a changé. » Une vague de tristesse et d'amertume frappa Ryo alors qu'il se souvenait de son passé douloureux. Pourtant, il ne s'effondra pas. Il avait trop enduré pour tomber maintenant. À ce moment-là, Flora réalisa que Ryo était le même garçon de l'académie, malgré son apparence qui avait changé. Elle était choquée, mais au fond joyeuse de finalement comprendre la vérité. Soudain, Ryo éclata de fureur et trancha le bras du tueur. Le tueur paniqua et tenta de fuir, mais Ryo le poursuivit à une vitesse incroyable et le frappa à nouveau. Encore, le tueur s'échappa une fois de plus. Enragé, Ryo abattit tous les arbres de la forêt pour gagner en visibilité, finissant par le retrouver. Il lança une attaque flamboyante qui submergea le tueur, qui réalisa qu'il était complètement surpassé. Alors que le tueur tentait de se soigner, Ryo brûla son bras et détruisit un de ses yeux. Il le poignarda avec son épée, mais ne le tua pas. Au lieu de cela, il laissa l'épée en lui, libérant des flammes qui le brûlèrent de l'intérieur. Dans un dernier acte de désespoir, le tueur tenta de frapper Flora, mais Ryo la protégea instantanément. C'est alors que Rice est apparu et a emmené le tueur, disant à Ryo « Nous reviendrons pour toi une fois que nous serons prêts à affronter ton pouvoir. » Alors qu'il disparaissait, Ryo a entendu le tueur crier le nom de Rice. Avant de disparaître, ils ont laissé derrière eux un dragon massif qui a déchaîné un souffle de feu terrifiant. Même Celia et Aishia, de loin, ont ressenti sa puissance. Mais le tueur savait que Ryo survivrait, et en effet, Ryo a vaincu le dragon avec toute sa force. Après la bataille, Flora a couru vers lui et a dit « Je le savais, tu es Ryo, j'en étais sûr depuis le début. » Mais Ryo, froid et détaché, a répondu « Oublie toute personne nommée Ryo. Fais comme si tu ne l'avais jamais rencontré. » Ces mots blessèrent profondément Flora, qui se détourna le cœur brisé. Pendant ce temps, la princesse remercia Aishia et Celia pour tout ce qu'elles avaient fait. Elle dit que sans leur aide, elle n'aurait jamais pu arriver aussi loin. Ils ont commencé à soigner les blessés. Il s'est avéré que le duc Urfi était gravement blessé, alors Celia a utilisé sa magie de guérison pour le sauver. Lorsque le duc a appris que Flora avait été enlevée, il est devenu très inquiet. Personne ne savait ce qui lui était arrivé. La servante de Flora se blâmait d'avoir encouragé sa fuite, et les autres essayer de la réconforter. Plus tard, Ryo ramena Flora chez elle et rassura sa famille. Il leur dit que le ravisseur s'était échappé, mais révéla aussi quelque chose de choquant. Il connaissait cet homme depuis longtemps et le ravisseur était directement lié à son passé sombre. Il était clair que cela était profondément douloureux pour Ryo. Pendant ce temps, après de nombreuses tentatives infructueuses pour guérir le tueur, Rice a dit « Nous n'avons pas d'autre choix que d'utiliser la pierre. » Il l'a plongée dans le corps du tueur et l'a averti. « Si tu revois ce garçon, ne pense même pas à te battre contre lui. Il est bien plus fort que toi. » Plus tard, Ryo a rencontré Aishia et Celia et leur a raconté tout ce qui s'était passé. Il a expliqué que le ravisseur était le même homme qui avait tué ses parents. Celia le regarda avec sympathie, posa sa main sur son épaule et promit « Je serai toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive. » Ryo s'assit ensuite avec le duc qui révéla un autre secret. Le tueur avait autrefois été candidat pour devenir l'épée royale, mais était devenu l'épée impériale.
La raison pour laquelle il n'a jamais été nommé dans le royaume était à cause d'un désastre impliquant une famille noble. Depuis ce jour, il nourrissait une profonde haine pour la reine et c'est ce qui a conduit à l'enlèvement de Flora. Le duc ajouta que quelqu'un d'autre aidait le tueur, mais personne ne savait qui. C'était quelqu'un dont le visage était toujours couvert. Il a laissé entendre que cela pourrait être Rice. Le duc a proposé de donner à Rio tout ce qu'il voulait en compensation, richesse, terre, n'importe quoi, mais Rio a simplement répondu « Je ne veux rien sauf assister à la cérémonie de bienvenue du héros ». Le duc a accepté, mais Rio a pris une autre décision. Il quitterait le royaume jusqu'au jour de la cérémonie, craignant que sa véritable identité ne soit révélée. Rio est retourné au village des esprits, où Latina l'a accueilli avec joie, son sourire ne s'effaçant jamais. Tout le village était ravi de le revoir. Ils ont commencé à partager des histoires de leur réalisation pendant son absence. Mais Rio avait des nouvelles plus importantes. Il avait trouvé l'emplacement de leurs amis disparus. Ils avaient été convoqués en tant que héros pour accomplir une prophétie et ils apparaîtraient à la prochaine cérémonie. C'est alors que tout le monde serait réuni à nouveau. Mais la question demeure, Rio réussira-t-il à ramener Miharu et les autres dans leur monde et poursuivra-t-il l'homme qui a tué sa mère jusqu'au bout? Nous le découvrirons dans la saison 3. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine. Après la bataille, Flora courut vers lui et dit « Je le savais ». Tuer Rio, j'en étais sûr depuis le début, mais Rio, froid et détaché, répondit « Oublie toute personne nommée Rio. Agisse comme si tu ne l'avais jamais rencontré. » Ces mots blessèrent profondément Flora, qui se détourna le cœur brisé. Pendant ce temps, la princesse remercia Aishia et Celia pour tout ce qu'elles avaient fait. Elle dit que sans leur aide, elles n'auraient jamais pu aller aussi loin. Elles commencèrent à soigner les blessés. Il s'avéra que le duc Urfi était gravement blessé, alors Celia utilisa sa magie de guérison pour le sauver. Lorsque le duc apprit que Flora avait été enlevée, il devint profondément inquiet. Personne ne savait ce qui lui était arrivé. La servante de Flora se blâmait d'avoir encouragé sa fuite, et les autres essayaient de la réconforter. Plus tard, Rio ramena Flora chez elle et rassura sa famille. Il leur dit que le ravisseur s'était échappé, mais révéla aussi quelque chose de choquant, qu'il connaissait cet homme depuis longtemps et que le ravisseur était directement lié à son passé sombre. Il était clair que cela était profondément douloureux pour Rio. Pendant ce temps, après de nombreuses tentatives infructueuses pour guérir le tueur, Rice a dit « Nous n'avons pas d'autre choix que d'utiliser la pierre ». Il l'a plongée dans le corps du tueur et l'a averti « Si tu revois ce garçon, ne pense même pas à te battre contre lui, il est bien plus fort que toi ». Plus tard, Rio a rencontré Aishia et Celia et leur a raconté tout ce qui s'était passé. Il a expliqué que le ravisseur était le même homme qui avait tué ses parents. Celia le regarda avec sympathie, posa sa main sur son épaule et promit « Je serai toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive ». Rio s'assit ensuite avec le duc, qui révéla un autre secret. Le tueur avait autrefois été candidat pour devenir l'épée royale, mais était devenu l'épée impériale. La raison pour laquelle il n'a jamais été nommé dans le royaume était à cause d'un désastre impliquant une famille noble. Depuis ce jour, il nourrissait une profonde haine envers la reine, et c'est ce qui a conduit à l'enlèvement de Flora. Le duc ajouta que quelqu'un d'autre aidait le meurtrier, mais personne ne savait qui. C'était quelqu'un dont le visage était toujours couvert. Il a laissé entendre que cela pourrait être Rice. Le duc a proposé de donner à Rio tout ce qu'il voulait en compensation. Richesse, terre, n'importe quoi. Mais Rio a simplement répondu « Je ne veux rien, sauf assister à la cérémonie de bienvenue du héros ». Le duc a accepté, mais Rio a pris une autre décision. Il quitterait le royaume jusqu'au jour de la cérémonie, craignant que sa véritable identité ne soit révélée. Rio est retourné au village des esprits où Latina l'a accueilli avec joie, son sourire ne s'effaçant jamais. Tout le village était ravi de le revoir. Ils ont commencé à partager des histoires de leur réalisation pendant son absence. Mais Rio avait des nouvelles plus importantes. Il avait trouvé l'emplacement de leurs amis disparus. Ils avaient été convoqués en tant que héros pour accomplir une prophétie, et ils apparaîtraient à la prochaine cérémonie. C'est alors que tout le monde serait réuni à nouveau. Mais la question reste, Rio réussira-t-il à ramener Miharu et les autres dans leur monde? Et poursuivra-t-il l'homme qui a assassiné sa mère jusqu'au bout? Nous le découvrirons dans la saison 3.